Alors, bonsoir tout le monde, صحة فطوركم, صحة رمضانكم. مرحبا بكم معنا في la deuxième saison de notre événement, le Résicon, l'événement qui va regrouper plusieurs résidents de plusieurs spécialités afin d'animer des visioconférences gratuites pour les étudiants. Et aujourd'hui, on va commencer la première visioconférence à titre de l'endodontie, de diagnostic en restauration avec notre cher docteur Philaline Nisrin, docteur résidente en OCE. Donc, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Donnez-nous quelques mots avant de commencer, docteur. Bon, donc, salam alaikum. Sahaf Torkum à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce thème sur le traitement endodontique, qu'on va un peu reprendre la base. Donc, on va commencer par le diagnostic et finir par la restauration. Donc, déjà, avant de commencer, je voudrais remercier l'association Unismile 25 parce que j'adore l'initiative qu'ils font. On a vraiment besoin de ce genre d'événement parce que c'est ce qui nous permet en fait de partager. Peu importe notre niveau de connaissance, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Et c'est vraiment grâce à ce partage qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, bravo à vous, que ce soit pour l'organisation et pour tout ce que vous faites. Et bravo à ceux qui assistent aussi parce que c'est pas rien d'assister à ce genre de conférence. Donc, si vous êtes prêts, on commence bientôt. Donc, vous me dites quand vous voulez. On peut commencer. D'accord. Bon. Pour commencer, je voudrais un peu vous présenter ce thème qui est le traitement endodontique. Comme je viens de le dire, le but de cette présentation, c'est en fait de vous faire un peu un récapitulatif général de tout ce qui est fait le traitement endodontique, le diagnostic, la restauration. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que, bon, quand vous m'avez contacté pour faire une présentation, c'est vrai que j'avais beaucoup d'idées, je voulais faire beaucoup de choses, mais en finalité, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas reprendre les choses, mais le début, d'accord? On va commencer un peu à s'intéresser à tout ce qui est endo, mais vraiment, on commence sur de bonnes bases. Donc, la base de tout, de l'odontologie conservatrice et endodontiste, c'est bien sûr le traitement endodontique. Donc, pour commencer, je voudrais d'abord vous rappeler ce qu'est le traitement endodontique. En fait, c'est une procédure qui consiste à traiter les maladies de la pulpe et du périapex. Donc, dès qu'on a une atteinte, le parenchyme pulpaire ou l'apex, le traitement de base, c'est le traitement endodontique. Donc, le but, c'est de transformer une dent qui est pathologique, que ce soit au niveau pulpaire ou au niveau périapical, en une entité qui est entièrement saine, asymptomatique et fonctionnelle. Les trois mots, parce que c'est la base de notre traitement. C'est d'avoir une entité qui est saine, qui est asymptomatique et qui est fonctionnelle sur l'arcade. Donc, ça ne sert à rien de conserver une dent si cette dent n'est pas fonctionnelle, si on ne va pas l'utiliser. Ça ne sert à rien de conserver une dent si elle va continuer à faire mal aux patients. D'accord? Et ça ne sert à rien de la conserver si elle reste infectée ou enflammée. D'accord? Et ce traitement, il concerne la dent, l'extrémité apicale le réseau canalaire, jusqu'à l'extrémité coronaire qui est la couronne ou la restauration. D'accord? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le traitement endodontique induit plusieurs objectifs, qu'on appelle les objectifs de Schilder. Le premier, c'est l'élimination de toutes les substances organiques contenues dans le canal dentaire, qu'on appelle communément le débridement. Donc, les substances organiques, en fait, ça peut être le parenchyme pulpaire qui est enflammé, ça peut être la pulpe qui est nécrosée, c'est les bactéries, c'est le pus, c'est le sang. Donc, c'est tout ce qui est vivant à l'intérieur de la dent. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu connaisses la partie de la dent, un tissu conjonctif vivant pour que des bactéries qui se trouvent dans le parodonte pénètrent à l'intérieur de la dent dans le but de se nourrir. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'assurer un débridement complet et total de tout ce qui est à l'intérieur de la pulpe. D'accord? Le deuxième objectif, c'est de respecter le trajet canalaire initial. Communément, les courtiers comme dit conserver une trajectoire homothétique au canal principal. Pourquoi? Parce que physiologiquement, on a un canal qui est conique. D'accord? Dans la préparation, on doit garder de la conicité parce que c'est ce qui va permettre de garder la capacité, on va dire, mécanique et biologique de la dent. D'accord? Il ne suffit pas juste de creuser à l'intérieur d'une dent et de refermer, mais il s'agit vraiment de préparer avec le canal de façon biologique et de façon homothétique le canal principal. Donc, il faut conserver une conicité majorée et régulière avec préservation des structures apicales. Le point aussi, il est très important. Pourquoi? Parce que la préparation, quand je prépare le canal, je dois respecter les structures environnantes à la dent. D'accord? Donc, quand je traite, comme je viens de le dire, on traite la dent de l'extrémité apicale à la couronne. Point. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est dépassement, que ce soit de pâte, de cône ou de solutions d'irrigation.
D'accord? Pour le troisième objectif, c'est la réalisation d'une obturation tridimensionnelle, étanche et hermétique. Donc l'obturation, c'est la dernière étape du traitement canalaire et c'est ce qui va nous permettre en fait de conserver la dent, d'assurer la longévité de notre traitement. Donc même si on fait l'objectif 1 et l'objectif 2, c'est-à-dire si on prépare, si on élimine tous les tissus, si on fait une bonne préparation canalaire mais qu'après on n'obture pas, qu'on n'obture pas bien, que notre obturation n'est pas tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas les 360 degrés sur notre canal, si elle n'est pas étanche, si elle n'est pas hermétique, ça ne sert à rien de faire un traitement canalaire parce qu'on va assurément vers un échec. D'accord? Donc, les objectifs, je voudrais que vous les gardiez en tête à chaque fois que vous avez un traitement canalaire à faire. OK? Donc, une bonne désinfection, une bonne élimination des substances organiques, le respect des structures anatomiques et la réalisation d'une obturation tridimensionnelle. D'accord? Bon, donc, avant de passer au traitement endodontique, on va parler un peu des stages of tooth decay, c'est-à-dire les différents stades par lesquels passe une dent. قبل ما توصل le stade اللي تحتاج فيه un traitement endodontique. Je suis sûre que vous le savez tous. ديما تبدا لنا بune carie. D'accord? La carie, c'est la cause numéro 1 de l'inflammation ou de l'infection du parenchyme pulpaire et périapical. Généralement, tu as une carie de l'émail qui progresse ensuite vers une carie de la dentine. Faites les deux étapes. On a le parenchyme pulpaire qui est totalement respecté. Donc, il n'y a aucun problème avec le parenchyme pulpaire. Faites les deux stades, on ne fait pas de traitement endodontique. Faites les deux stades, on fait juste un traitement conservateur-restaurateur. D'accord? Une fois qu'on a la pulpe qui est atteinte par une inflammation, c'est ce qu'on appelle la pulpite, ou qui est atteinte par une infection qui va donner une nécrose avec ou sans complication périapicale, qui est la parodontite ou les réactions périapicales, faites les stades, on peut vraiment commencer à parler de traitement endodontique. D'accord? Donc, si on fait un traitement endodontique pour des caries de l'émail ou de la dentine, c'est pas juste envers le patient. D'accord? Ça serait un traitement trop invasif alors qu'on n'a aucune indication de le traitement. Par contre, l'étape de la pulpite et l'étape de la parodontite apicale, on a une justification scientifique et une justification médicale pour faire notre traitement endodontique. Donc, il faut savoir poser le bon diagnostic. D'accord? Si vous ne posez pas le bon diagnostic, toute thérapeutique que vous faites, ça serait pas déontologique, on va dire. Ça ne serait pas juste envers le patient. D'accord? Donc, on comprend maintenant qu'il y a certaines indications où on peut dire le traitement endodontique et d'autres où on ne peut pas. La plus connue, c'est les états de pulpite. D'accord? Mais c'est précisément les pulpites irréversibles, c'est-à-dire la pulpite symptomatique et asymptomatique, dans laquelle l'inflammation du parenchyme pulpaire est totale. L'étape où c'est pour un peu résumer la chose, on a un parenchyme pulpaire qui est contenu à l'intérieur d'une cavité dentaire qui est inextensible, c'est-à-dire que ما تقدرش تزيد في الvolume تاعها la dent. Par contre, le parenchyme pulpaire, quand il est enflammé, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une réaction inflammatoire à l'intérieur de la dent. Donc la dent, elle ne peut pas augmenter de volume. Par contre, le parenchyme pulpaire, quand il est enflammé, il est congestionné, il est rempli de sang, parfois il est rempli de pus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir une pression à l'intérieur de la dent qui va appuyer directement sur les fibres nerveuses. Du coup, le patient, il se présente avec des douleurs, surtout la pulpite symptomatique. Le patient a des douleurs aiguës et la seule façon de gérer ces douleurs, c'est par une ablation du parenchyme pulpaire, ce qu'on appelle la biopulpectomie. Ce que je voudrais vous préciser, c'est que la pulpite soit symptomatique ou asymptomatique, c'est vrai que le traitement est le même, mais la procédure n'est pas la même. Donc, je vais vous expliquer après. Pour la deuxième indication, c'est les nécroses. La nécrose, c'est vrai qu'on a une nécrose totale du parenchyme pulpaire, c'est-à-dire que la pulpe n'est plus vivante. Et dans ce cas, la pulpe, elle est infectée. Une pulpe qui est infectée, elle constitue un foyer infectieux qui est dangereux pour le patient, surtout si le patient présente un état général qui est altéré. Si le patient a une pathologie quelconque, qu'elle soit cardiaque, articulaire, qu'il soit immunodéprimé, qu'il soit sous corticoïdes et tout ça, la dent qui est nécrosée, même si le patient n'a pas mal, et c'est généralement ça le problème avec les nécroses, c'est que le patient n'a pas mal, du coup il ne réalise pas que c'est important de traiter la dent. À l'étape de nécrose, en fait, il y a un risque il y a un grand risque pour le patient, des choses que lui, il ne comprend pas. Et c'est notre devoir à nous de lui expliquer pourquoi la dent nécrosée, elle constitue un risque pour sa santé générale. D'accord? Donc, pour les nécroses, on est obligé de faire un traitement endodontique parce qu'encore une fois, c'est la seule façon d'enlever avec le tissu qui est nécrosé, avec le tissu qui est infecté, qui est rempli de bactéries, de pouvoir l'enlever, désinfecter et ensuite obturer la dent. La troisième indication, c'est
les réactions périapicales, qu'elles soient encore une fois symptomatiques ou asymptomatiques. Quand elles sont symptomatiques, c'est assez simple parce qu'on sait déjà que le patient il vit avec des douleurs qui sont très intenses. Du coup, l'indication elle est très vite posée. Par contre, pour les réactions asymptomatiques, là, c'est un peu plus compliqué parce que ça va vraiment se jouer à votre capacité à diagnostiquer correctement le type et la forme de la réaction périapicale. D'accord. Le seul traitement, encore une fois, c'est le débridement et l'obturation canalaire. Parce que la seule façon pour nous d'arriver ou d'accéder au périapex, que ce soit dans le cas symptomatique ou asymptomatique, c'est à travers les canaux. Donc, on est obligé de passer par l'étape de traitement endodontique, ou dans ce cas qui est appelé traitement canalaire. Et enfin, on a d'autres indications qui ne font pas partie de ces trois. Et la plus connue, c'est le traumatisme. Donc, un traumatisme qui est ancien ou un traumatisme qui présente une forte exposition pulpaire, dans lequel on ne peut pas conserver la vitalité pulpaire, et là, on est obligé de passer directement à l'étape de traitement endodontique. D'accord. Donc, j'insiste sur les deux points, traumatisme ancien ou avec exposition pulpaire importante. D'accord. Puisque l'exposition, elle est minime et le traumatisme, il est récent, on peut tenter un coiffage, on peut tenter beaucoup de thérapeutiques qui sont plus conservatrices de la vitalité pulpaire. Deuxième indication, c'est l'indication prothétique. Des fois, le patient veut mettre un bridge. D'accord. On va faire un bridge, on va faire la taille à une dent. Généralement, c'est pour les dents qui sont fines. Par exemple, une latérale ou une incisive inférieure. Dans ce cas, qui la taille à la dent, on peut s'attendre à une exposition pulpaire. Et comme on ne peut pas mettre de bridge, on ne peut pas mettre de prothèse alors qu'on a une exposition pulpaire, dans ce cas, on a une indication prothétique qui va se poser. Donc, on est obligé de faire le traitement canalaire, le traitement endodontique, avant de passer à l'étape de la taille. Et enfin, la dernière indication, c'est l'indication de la chirurgie. Quand on va faire une chirurgie résectrice, une hémisection, une séparation des racines pour une dent, n'importe l'indication de on est obligé de passer par un traitement canalaire, un traitement désinfectant. On va d'abord obturer la dent, ensuite on va, on va couper, on va séparer, on va faire ce qu'on a à faire côté chirurgie. D'accord. C'est aussi le cas pour les chirurgies à rétro et tout ça. D'accord. Donc, les indications sont assez simples. Pulpite, nécrose, réaction périapicale. Les autres, aussi. D'accord. Donc, ce qu'on comprend c'est que, vu qu'on a des indications, on a aussi des contre-indications. La seule contre-indication formelle dans le traitement endodontique, c'est les malades à haut risque d'endocardite infectieuse. On ne peut pas se permettre de leur faire un traitement d'eau, de risquer une bactériémie, une septicémie, le passage de bactéries dans l'endodonte, dans le myocarde et tout ça, parce que ça va à coup sûr entraîner une endocardite infectieuse. Donc là, c'est ce qu'on appelle une indication formelle. Ne pas toucher. Il ne faut pas se risquer à jouer à ça. Par contre, on a d'autres contre-indications qui sont un peu plus malléables. Donc la première, c'est les faibles risques d'endocardite, les patients qui sont immunodéprimés, sauf si on peut faire un traitement en une seule séance, qu'on le fait sous DIC et qu'on arrive à accéder à tout le système endodontique. D'accord. Donc, même si un patient il est immunodéprimé, par exemple un patient qui est sous corticoïde à long terme, ou un patient sous biphosphonate et tout ça, on peut faire un traitement d'eau, mais il faut faire très attention. D'accord. Déjà, il faut le faire en une seule séance. Il faut toujours travailler sous DIC. Il faut être certain de ce qu'on fait. Et plus important encore, il faut que tout le système endodontique soit accessible. Donc, quand on a des difficultés anatomiques, quand on a des calcifications, quand on a des restaurations qui sont, par exemple, des cônes d'argent ou quoi que ce soit à l'intérieur du canal, qui nous empêchent d'accéder à l'un ou plusieurs canaux, dans ce cas, on peut pas risquer de faire un traitement canalaire directement. D'accord. Et on a d'autres contre-indications qui marquent la dent sans avenir fonctionnel. Qui marquent l'introduction, quand on fait un traitement sur une dent, on doit s'assurer que la dent est fonctionnelle. D'accord. On ne peut pas jouer à faire un traitement, à juste préparer, obturer une dent, mais après, l'extraction. D'accord. C'est que ce soit l'INA ou le malade. Le deuxième point, c'est une dent qui est impossible à restaurer. Encore une fois, comme je dis, une restauration étanche et imperméable. Donc, je ne peux pas restaurer la dent, ça ne sert à rien de traiter le canal. Quand je traite le canal, je sois apte à le restaurer d'une façon hermétique. Et la dernière, c'est qu'il y a un support parodontal insuffisant. Par exemple, il y a une dent mobile, on peut pas contrôler la mobilité, on n'arrive pas à la réduire, on a des poches parodontales très importantes. Et là, ça ne sert à rien de faire le traitement d'eau, encore une fois, parce que la dent a l'extraction. D'accord. Donc, on peut les résumer, c'est qu'on conserve une dent, la dent, tout est fonctionnel. Sinon, ça ne sert à rien.
Ok, bon, c'était un peu le côté théorique, donc on aura un peu le côté beaucoup plus pratique. D'accord. Bon, on commence donc à vraiment parler du traitement endodontique, donc du diagnostic à la restauration. Vous l'aurez compris, selon moi et selon plusieurs auteurs, l'étape numéro 1 d'un traitement endodontique qui n'est pas vraiment l'isolation ou l'anesthésie ou qui m'a fait le protocole opératoire, mais elle commence dès le diagnostic, dès le traitement. Il faut savoir poser le bon diagnostic. Si vous faites une erreur diagnostique, peu importe la qualité de votre traitement, peu importe à quel point vous essayez de respecter les procédures, les protocoles, le traitement à 100% réussi. Pourquoi? C'est vrai que les étudiants بزاف يقولوا انا تاني كي كنت étudiante on disait ça c'est ما يهمش diagnostic parce que dans tous les cas راح ندير un traitement canalaire. دوكا فهمت بلي en fait non كي دير un traitement canalaire sur une pulpite ou un traitement canalaire sur une nécrose ou un traitement canalaire sur une réaction périapicale, c'est pas du tout la même chose parce que كل واحد فيهم عنده des objectifs, كل واحد فيهم عندنا فيه des indications à faire, كل واحد فيه عندنا des protocoles à respecter qui sont variables, même si ça, la finalité c'est la même, c'est préparer, obturer. Mais comment je prépare, comment j'obture, où je prépare, j'obture, combien de séances je vais faire, est-ce que je vais faire une médication interséance ou non. Beaucoup ils sont dépendants du diagnostic. Donc le départ, vous posez un mauvais diagnostic, le traitement ne va pas être vraiment efficace. Donc pour poser le bon diagnostic, c'est assez simple, mais tout le monde évite de le faire. C'est la réalisation de tous les tests cliniques et radiologiques. Vous pouvez pas juste sauter cette étape. Donc je vous explique. Par exemple, ça arrive très souvent qu'un patient agit avec des douleurs. D'accord, il dit voilà, j'ai mal, la dent me fait mal depuis quelques jours, j'arrive pas à manger. Dès que je mange un truc, ils disent quoi elle est provoquée par. Ils disent qu'il y a des douleurs spontanées, qu'il y a des douleurs provoquées et tout ça. Premier réflexe de tout praticien, c'est de dire voilà, c'est une pulpite. C'est une pulpite, je vais faire un traitement d'eau, je vais directement faire une anesthésie, biopulpectomie, c'est bon, j'obture et c'est bon. Et bien, c'est arrivé plusieurs fois que ce soit pas vraiment une pulpite, que ce soit une réaction périapicale avec une réaction périapicale aiguë, et le patient n'a pas su décrire la symptomatologie thermique, et comme le praticien n'a pas fait ses tests cliniques, il n'a pas fait de bilan radio avant, il est passé à côté d'une réaction périapicale. Où je le praticien, c'est une histoire vraie. Le praticien, il a préparé son canal, il a obturé la même séance, c'est bon, tout va bien. Le lendemain, il a dirigé le patient avec un œdème, avec une tuméfaction, avec des douleurs encore plus intenses que les douleurs de la veille. Pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur diagnostique. Parce que là, il ne fallait pas obturer la dent, il fallait drainer. C'est juste un exemple. Deuxième exemple, c'est que ça arrive aussi très souvent, c'est qu'on ait des molaires. C'est des cas hybrides. C'est-à-dire qu'un canal qui est vivant, un canal qui est nécrosé, par exemple. Comme le patient a des douleurs, le praticien a présumé que c'était une pulpite, il a fait sa préparation, il a fait son obturation, même histoire. Le lendemain, le patient revient avec des douleurs. Et le patient se dit, et le praticien se dit, c'est pas normal. J'ai préparé, j'ai tout fait correctement, j'ai bien irrigué, j'ai bien obturé, je manque, je dépassement. Là, le patient, il a mal. Et ça arrive que le praticien, il y a un problème avec sa préparation, avec sa technique, alors que non. Le problème de base, c'était un problème de diagnostic. Il fallait juste poser le bon diagnostic. Voilà, ce qui me désole fait le cas, c'est que le diagnostic, en fait, ça prend 2 à 3 minutes maximum. Qui m'a les tests cliniques, les tests cliniques, c'est le test au froid et le test de percussion. Le test au froid, il prend 30 secondes à le faire maximum. Les percussions, ça prend 10 secondes. Donc, je ne comprends pas pourquoi on évite de faire ça. Ça va me prendre 2 à 3 minutes et ça peut me sauver énormément de travail, énormément de souffrance pour le patient. C'est juste sauter une étape pour rien. Donc, ce que je vous conseille, donc bon, quand vous êtes étudiant, vous avez la fiche clinique, l'examen, vous présenter et tout, vous êtes un peu obligé de le faire. Mais il y en a beaucoup qui dans un cabinet, c'est bon, ils sautent cette étape. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas sauter cette étape. Elle peut vous sauver énormément de temps, énormément de travail, et ça vous permet aussi de gagner la confiance du patient. Parce que le patient est comme des douleurs, après un moment, vous n'aurez plus de patients. Il n'y a plus personne qui va venir.
Donc, je vous conseille de bien réaliser vos tests cliniques, d'apprendre par cœur quelle est la symptomatologie, tu as une pulpite, la symptomatologie, tu as une nécrose, la symptomatologie, tu as une réaction périapicale, les différentes radiologies qui existent. Ce qui est bien, c'est que vous avez très peu de diagnostics. C'est 3-4 diagnostics, donc ça va vous prendre 1 heure. Et ça va vous sauver énormément de temps et énormément de travail à l'avenir. Donc, faites vos tests cliniques et faites votre bilan radiologique. Après, une fois qu'on a posé notre diagnostic, que ce soit le cas, tu as une pulpite, le cas, tu as une nécrose, le cas, tu as une réaction périapicale, la prochaine étape, c'est de prendre une radio. D'accord. La radio, c'est un élément clé avant tout traitement endodontique. C'est une étape qu'on ne peut pas sauter. Pourquoi? Parce que de un, elle permet de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. Le praticien directement, il a fait un traitement endo, alors que c'était une réaction périapicale. S'il avait fait une radio, il aurait vu qu'il y avait une réaction attendue à l'apex. Il aurait vu une radio clarté. Donc, il n'aurait pas fait cette erreur. Ça l'aurait directement orienté vers le diagnostic. Ou là, au contraire, parfois, on se dit que c'est une pulpite. En fait, quand on prend une radio, on voit qu'en fait, mazal, une couche de dentine qui sépare la caritana de la pulpe. Donc, on comprend un peu qu'on n'est pas encore fait l'étape de pulpite. Donc, on peut encore sauver la vitalité pulpaire. On peut encore tenter un traitement conservateur. Donc, ça nous a permis d'infirmer le diagnostic à la pulpite. Donc, c'est un élément clé de 1, le diagnostic. De 2, il constitue le point de référence avant le traitement et permet de comparer l'évolution après le traitement. Hadithani, c'est très important. Pourquoi? Parce que Hadith, c'est surtout les cas, tu as les réactions périapicales. Des fois, on fait un traitement endodontique. On a, par exemple, on va dire une masse apicale qui est très importante. On a le traitement endodontique. On a une radio pré, une radio post-op. Et on revoit le patient, on va dire, après 6 mois à 1 an. D'accord? Et j'ai le patient et j'ai pour une autre dent. Comme on sait qu'on lui a déjà fait un traitement, on a fait un traitement, qu'est-ce qu'on fait? On prend une radio. D'accord? Quand on prend une radio, qui coule le traitement de quand il n'y a pas d'échec, on peut voir qu'il y a vraiment la masse sadique qui diminue. On peut voir qu'il y a une cicatrisation osseuse, qu'il y a une régénération osseuse. Ou là, au contraire, des fois, on prend une radio, on la confirme après quelques mois, et on a le patient, que ce soit pour un contrôle, ou on l'a convoqué après, et on voit que la masse, elle est en train d'augmenter. Ou là, qu'elle est, après 1 an, on voit que la taille n'a pas diminué. Donc là, on peut dire qu'on a eu un échec de traitement et directement commencer un retraitement. Maintenant, le patient a dit avec des douleurs, on l'a traité, on et tout ça. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un point de référence. C'est le patient. On dit comme si jamais il se passe un problème à le patient, d'accord? N'allez pas croire que il sera les problèmes parce qu'il sera le problème avec les patients. Si jamais il sera un problème avec le patient, écoute, au moins comme la radio la pré-op et la post-op que vous pouvez utiliser pour expliquer le cas. Il y a un house que j'ai fait comme traitement. Point. Et là, vous relevez toute responsabilité médico-légale, elle est comme toi. Donc, il faut toujours avoir une radio pré-op et post-op, toujours le dossier à le patient. D'accord? Donc, quand il s'agit de la radio Hadi, même, je le vois très souvent, c'est des fois, même ceux qui prennent des radios, en fait, ils prennent une seule radio. Alors qu'en vrai, on parle de bilan radiographique, pas de radio, pas une seule. Alors, parce qu'on est, dans la majorité des cas, on est obligé de prendre des radios centrées et des radios excentrées. Alors, c'est ce qui va en fait nous permettre d'étudier l'anatomie et d'anticiper les difficultés. Parfois, et comme vous le savez sûrement, on a ce qu'on appelle des aberrations anatomiques, c'est-à-dire des fois, on a des dents avec un canal supplémentaire. On a des dents avec des racines supplémentaires. On a des dents avec des racines qui manquent, ou avec des canaux qui manquent. On a des dents avec des courbures anatomiques très importantes. Des fois, qui ont une radio centrée. J'ai la dent les rectilignes, mais il suffit que نبدلوا شويه l'incidence تاعنا باش نشوفوا بلي en fait كاينه une courbure من تحت qu'on aurait pu rater اللي كان درنا juste une radio centrée تبان بلي elle est rectiligne. نروح انا في la préparation تاعي directement, je prépare avec des instruments assez épais, assez rigides, et là je risque de faire une perforation, je risque de faire une fracture instrumentale, alors que j'aurais pu anticiper cette difficulté si j'avais seulement pris une radio excentrée. Encore une fois, c'est des trucs qui prennent 2-3 minutes et ça peut vous sauver énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, je vous montre sur certaines photos qui m'a dit, bon, c'est le cas qu'on connaît tous, d'accord. Une prémolaire mandibulaire, une 14, d'accord. La radio centrée, il y a une seule racine, le canal il est accessible avec une réaction périapicale. Par contre, il faut
excentré la radio, qui on a fait la radio elle est excentrée, باش نقدروا نشوفوا les deux canaux. Bon, j'ai mis la radio de l'obturation باش تشوفوهم مليح, mais هنايا on peut vraiment voir qu'il y a deux canaux et dans plusieurs cas, on peut même voir la réaction périapicale تاعنا هذه واش من canal elle est appendue. La canal راهي في الcanal vestibulaire, la canal في الcanal palatal, la canal في les deux canaux. On le remarque aussi في les molaires mandibulaires, qui هنايا كي نشوفوا une molaire mandibulaire, هنايا on a un canal, un deuxième canal, تبان بلي فيها deux canaux. Bon, كي نكونوا نعرفوا l'anatomie, على بالنا بلي فيها deux mésiaux et un distal. Mais في هذا le cas, on a deux mésiaux et deux distaux. Sans excentation de la radio, que ce soit pendant l'étape de diagnostic ou là pendant la préparation avec des limes en place ou là pendant l'obturation, on aurait pu rater avec le deuxième canal distal. On n'aurait pas pu le voir. Ou la fin de la molaire, par exemple, où on a pu trouver une racine supplémentaire, carrément. Donc là, on se retrouve avec une molaire du bas avec 3 racines et 4 canaux. Ça arrive qu'on se retrouve avec 3 racines et 5 canaux. Donc c'est très, 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 très important de faire ça parce que, encore une fois, les trucs là, comme c'est des trucs qui vous permettent de gagner énormément de temps et de gagner énormément d'énergie et de gagner à long terme. Je préfère perdre 2-3 minutes maintenant, 2-3 minutes maintenant, 2-3 minutes maintenant et faire un traitement complet de sorte à ce que je n'ai le patient mais pour aider là-dedans, plutôt que de passer mon temps à faire une préparation, près de la douleur, des obtures et tout, alors que c'était très simple, il y avait juste un canal zaïd ou là une racine zaïda ou là, que j'aurais pu voir sur radio directement. D'accord. Donc, le bilan radiologique, toujours prendre plusieurs radios. Une radio en moins, une radio centrée et une radio excentrée. Ok. On passe maintenant. Ah oui, on a donné l'exemple. L'exemple là, il est très commun et ça arrive très souvent et les gens le ratent très souvent. On a une incisive mandibulaire. Généralement, on a l'incisive mandibulaire, on a un seul canal. D'accord. C'est l'une des dents les plus faciles à préparer. On a la dent parce qu'elle est très simple. Mais, comme on a la dent. Quand ils ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait, en fait, le cas clinique, quand ils ont ouvert, le praticien a vu qu'il y avait une deuxième entrée. Il jette littéralement l'ascaf, l'entrée, le premier canal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 2 limes en place et il a un peu excentré sa radio. Vous pouvez voir que là, on a 2 canaux bien distincts. En fait, je ne sais pas lequel fait le diapo, mais la dentanie, il y a une séparation. Il y a un canal ici et un canal par là. Donc, même quand il a excentré, donc que ce soit avec les limes ou là sans les limes, nous on a 2 canaux, en fait. Là, il a pu préparer correctement, il a pu obturer les 2 canaux. Il avait obturé un seul canal, il aurait sûrement eu un échec. Parce que là, le cas, c'était une nécrose. D'accord? Donc, toujours prendre une radio centrée et une radio excentrée à la dent qui est concernée par le traitement. On passe ensuite à la 3e étape, qui est l'étape de l'anesthésie. Donc, elle n'est indiquée que pour le traitement sur dents vivantes. Donc, l'anesthésie, déjà, c'est clair, dire anesthésie, qui est comme pulpite, c'est-à-dire qu'il agit comme le patient avec une dent symptomatique qui est due à la pulpite, qui déroule le test froid comme il est positif et exacerbé avec une douleur qui dure plus de 10 secondes. Laquelle le test comme il est négatif, ou là, le patient, enfin, s'il est négatif, le patient ne réagit pas, ou là, qu'il y a comme un abcès, une tuméfaction qui est visible sur le visage du patient, ou là, qui est visible sur le vestibule, ça ne sert à rien de faire une anesthésie. Surtout, les cas, les abcès, d'accord? Mais ça ne sert à rien. Elle est même contre-indiquée qu'il y a un abcès. D'accord. Je ne sais pas si vous le savez maintenant. Bon, les 5e année et tout, j'imagine que vous le savez, mais bon. Qui est un abcès, c'est qu'il y a du pu. D'accord. Qui dit qu'il y a une anesthésie à milieu les fils du pu, avec le pu, l'anesthésie, mais à l'intérieur des vaisseaux. Parce que l'anesthésie, elle va faire son travail, les terminaisons nerveuses. Ensuite, elle va être absorbée par la circulation sanguine. D'accord. Qui te connaît avec l'anesthésie, elle est réabsorbée par la circulation sanguine. Les germes bactériens, les périapex, le pu ou les bactéries les filles, ils vont la solution anesthésique ou ils à l'intérieur des vaisseaux. Qui à l'intérieur des vaisseaux, ils vont une bactériémie. Qui connaît un patient sain, malish, on va dire qu'on peut l'accepter, même si scientifiquement on ne peut pas l'accepter, ça c'est pas faisable. Mais imaginez que le patient a un problème. Un problème peu importe il y a un problème cardiaque, il y a une prothèse articulaire, il y a un trouble pulmonaire, un trouble. Le germe va immédiatement dans la circulation sanguine et il va directement à l'endroit où il y a une inflammation. Donc vous allez provoquer une bactériémie, une septicémie pour rien, parce que la dent elle est nécrosée, vous n'avez même pas besoin de faire une anesthésie. Parce que je vois beaucoup de praticiens, dès que j'ai un patient, il a un peu mal, tiens, je vais faire une anesthésie. Non, vous faites une anesthésie seulement qui se donne comme un état de pulpite. D'accord. Donc, l'anesthésie, comme je dit, doit être profonde,
durable et rapidement obtenue. C'est-à-dire qu'il déjà le temps de prise est le plus court possible et le temps de travail est le plus allongé possible. Généralement, on dit qu'on fait une parapicale pour toutes les dents, sauf les molaires mandibulaires. Pas besoin de faire d'y aller par 36 chemins. La majorité des dents, c'est la parapicale. On va pas trop s'étaler faire le sujet parce que je sais que normalement, elle est pas comme bien. Donc, quand il s'agit des molaires mandibulaires, à la densité de l'os compact, on peut pas se permettre de faire directement une parapicale. Dans ce cas, on va faire soit une tronculaire, soit une intraligamentaire, soit une intraseptale. La majorité des écoles, ils veulent qu'on fait directement une tronculaire, on va faire un traitement. Alors, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'une tronculaire, c'est une anesthésie qui n'est pas sans danger, d'accord. Il y a quelques risques pour le patient, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que c'est une anesthésie qui dure trop longtemps pour rien. Alors, le temps de prise est de 3 minutes et généralement, il dure 3 heures avec une anesthésie complète, par exemple, l'hémimandibule plus de la langue. Personnellement et selon mon opinion à moi, c'est pourquoi faire une anesthésie de 3 heures pour un acte qui va prendre maximum 1 heure. Ça sert à rien. Pour moi, ce serait plus intelligent, plus rapide de faire une intraligamentaire ou une intraseptale. Sauf quand on a une contre-indication telle intraligamentaire, il y a le patient cardiopathe. Donc, si je peux faire une intraligamentaire ou une intraseptale, la durée d'action dure à peu près 1 heure à 1 heure 30. Pour faire mon traitement d'eau. Donc, je n'ai pas besoin d'anesthésier toutes les mi-mandibules, de laisser le patient avec le visage engourdi pendant 3 heures, alors qu'on a juste l'anesthésie à une seule dent. La tronculaire, elle est plutôt indiquée quand on va faire une chirurgie, quand on doit faire des traitements d'eau multiples, qui l'intraligamentaire ou l'intraseptale, elles ne prennent pas. Mais sinon, personnellement, je ne vous recommande pas d'aller directement vers la tronculaire. Essayez d'abord de maîtriser l'intraligamentaire ou l'intraseptale. Ça peut vous sauver énormément de temps et ça peut vous aider justement pour commencer à traiter ces molaires mandibulaires. Parce que généralement, le problème qui nous dérange, c'est qu'on ne sait pas vraiment faire de tronculaire. C'est une vérité. Ça, au début, c'est compliqué, mais après, quand vous la faites 2-3 fois, vous allez maîtriser. En bas, donc, en fait, l'intraligamentaire ou l'intraseptale, elle est beaucoup mieux. Ok. Donc, une fois que j'ai posé mon diagnostic, j'ai fait ma radio, j'ai fait mon anesthésie, c'est bon. Maintenant, je peux commencer à travailler. D'accord. Qui nous le travail? D'abord par la pose d'un champ opératoire. C'est un point assez discuté, surtout entre les étudiants. Bon, sauf. La digue, elle est indispensable pour le traitement endodontique, pour résoudre tous les débats. Ce n'est pas une option. Bekri كانت option qui le lancement de la digue et tout aux États-Unis machin, c'était discutable. On disait li يقدر يخدم بلا digue يخدم بها, sinon c'est pas grave. Les données actuelles de la science en fait, elles nous disent que on n'a pas vraiment le choix. La digue, elle est obligatoire, elle est essentielle pour tout traitement endodontique, d'accord. Alors, parce que la digue, elle nous permet de maintenir la stérilité du système canalaire. Bon, le point, on va en discuter. Bon, supposons qu'on a une molaire qui m'a fait de l'image. Laquelle la molaire, elle a une pulpite. D'accord. Qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. La pulpite, c'est une maladie inflammatoire. D'accord. Le parenchyme pulpaire il est enflammé. Il n'est pas infecté. Il n'y a pas de bactéries. La seule raison pour laquelle elle a des douleurs, c'est parce qu'il y a des toxines, les bactéries, les fait à l'intérieur de la pulpe, ils ont provoqué une réaction qui est tout à fait normale. Le corps, il y a une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, elle est stérile. Donc, quand je le traitement, je fais une cavité d'accès, j'ouvre la dent, j'accède au canal. Laquelle je ne travaille pas le champ opératoire. La salive, la cavité buccale, elle à l'intérieur de la dent. La salive, où je fais, la salive, il y a des bactéries. D'accord. Les bactéries, non seulement ils entrent dans le canal, on dit dans les instruments, je prends les bactéries et je les insère bien dans le canal. Des fois, je les pousse jusqu'à l'apex, des fois, je les pousse jusqu'au périapex. En bas de là, je prépare, j'irrigue. Pour moi, c'est bon, en tant que j'irrigue, c'est bon, l'hypochlorite arrête les bactéries et tout, alors que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des bactéries qui vont se coller dans des endroits qui sont inaccessibles, que ce soit l'instrumentation interne ou l'irrigation. Surtout, là, quand on a une irrigation activée par les ultrasons. Du coup, on a les bactéries, on a un milieu qui n'était pas infecté, on a les bactéries, on a une obturation. C'est sûr que dans la majorité des cas, je vais avoir des échecs. Parce que c'est une chose qui est stérile, on va infecter, on se déclenche عليها. Donc, ça ne se fait pas. Le point, elle est pulpite. Malèche.
Donc, on va dire que le cas, elle est nécrose. On a la nécrose, elle est infectieuse, il y a une nécrose, il y a des bactéries à l'intérieur de la pulpe et tout ça. Donc, les bactéries, les rahm, bon, la nécrose sans complication, c'est-à-dire qu'ils font juste une nécrose, mais sans réaction périapicale. C'est vrai qu'il y a des bactéries qui sont à l'intérieur du canal. Les bactéries, on va dire qu'elles vivent en état d'équilibre. Surtout que Mazal Madalona une réaction périapicale. Donc, elles ont assez pour se nourrir, mais pas besoin d'atteindre d'autres tissus dans le corps, l'os ou le ligament et le parodonte profond et tout ça. Donc, les bactéries, à l'intérieur de la pulpe, elles ont de quoi se nourrir et elles vivent en paix. D'accord. Elles sont juste en train de nécroser là-dedans. Je vais ouvrir, d'accord. Je vais commencer la préparation de des bactéries, encore une fois, les la cavité buccale. On dit à l'intérieur de la cavité endodontique, d'accord. On dit les autres bactéries. Donc, le but c'était de désinfecter, c'est-à-dire de réduire la charge bactérienne. On dit une bactérie, on dit deux. On dit deux. On va les encore une fois et elles vont bien vivre. Encore une fois, un champ qui était pas stérile mais qui était en équilibre. On dit je perturbe l'équilibre avec, on dit des bactéries qui n'existaient pas, on dit à l'intérieur. Donc encore une fois, j'ai perturbé un milieu biologique. Je l'ai perturbé. Donc j'ai un D'accord. Encore une fois, ma donc même la nécrose, tous les champs opératoires. Donc pour ce qui est des réactions périapicales. Les réactions périapicales, en fait, c'est les nécroses avec les complications, les nécroses avec complications périapicales. C'est-à-dire que les bactéries, une fois que ce qu'il y a à l'intérieur de la dent, nous on a besoin d'autres choses pour se nourrir. Ils vont chercher des nutriments, l'os, le ligament, ils vont un peu commencer à sortir, elles vont commencer à réséquer l'os avec à résorber l'os. Encore une fois, je vais bien ouvrir le système canalaire, je vais permettre à la salive et aux bactéries de rentrer à l'intérieur. نزيد نبوسيهم في البيريابيكس هاد المره ماشي نبوسيهم في لا دون برك نزيد نبوسيهم في لوس اخي نبوسيهم بيان على الانتيريور داكور ونزيد نقفل عليهم من الفوق واش راح يدير هاد لي بactéries ont besoin de se nourrir يوليو يزيدوا elles creusent encore plus profondément dans l'os du coup جيت راح نقص من la réaction périapicale يولي قاعد نزيد فيها et le problème avec tout ça c'est que هاد الحوايج يصراو après 2 ans 3 ans كيما لا دير هو ينسى نتوما تنساو لو تريتمون تنساو واش صرا après 4 ans ولا تعاود تنوضوا une douleur دوكا ولينا نشوفوها après 1 an de traitement ماشي حتى 4 ans يبدا عاود تنوضوا une douleur on se retrouve à faire un retraitement on se retrouve avec des patients généralement qui démarrent un traitement endodontique en 5 ou 6 séances sans champ opératoire ou 2 ans après تعاود تنوضوا la dent il a mal et tout ça هاد les patients généralement بزاف منهم يجي يقول لك حاب نحيها la dent هذا بكل qui aurait pu être évité en mettant juste un champ opératoire. Donc, pour ce point, c'est indiscutable. Le champ opératoire, il est indispensable pour le traitement endodontique. Donc, d'un côté, on a pour maintenir la stérilité du système canalaire, et le deuxième, c'est pour éviter l'ingestion et l'inhalation de produits par le patient. Le point normalement qu'on fait, c'est que les produits que ce soit l'hypochlorite, le DTA, les limes, les fraises et tout ça, dis-moi qu'il y a un risque, ils taillent la bouche du patient. Qui te connaît un irrigant, je sais que c'est pas grave, mais je sais pas lequel d'être déjà un traitement d'eau, mais c'est vraiment dégueulasse avec le goût à l'hypochlorite. C'est pas une partie de plaisir pour le patient. Donc, pourquoi lui faire ça? Surtout quand vous utilisez des concentrations aliénes. Et on va pas se mentir, on sait qu'il y en a qui travaillent avec de l'hypochlorite non diluée. Donc, tu testes de l'hypochlorite à 12 degrés, tu va détacher la bouche du patient, il va avoir des brûlures chimiques dans les muqueuses, il va avaler avec le goût qui est pas très bon. Et ça va pas être une partie de plaisir pour le patient. Littéralement, le traitement d'eau, tous les menaces qui ont une douleur et tout, il va l'ignorer, il va préférer une extraction plutôt que de faire un traitement endodontique. Ou là, l'ingestion et l'inhalation de produits, qui m'a par exemple les limes ou là, les fraises ou là. Maintenant, ça, on travaille avec une cavité buccale qui est humide, on travaille avec des instruments qui sont très fins, donc on nous laisse des gants. Après, des fois, le traitement est au bzaf, après 40 minutes, c'est sûr que راح ينتعبوا. Donc les limes يبداو automatiquement يطيحوا من يدكم genre ما تفهموش كيفاش تلقى la lime قاعده تطيح كي تعودوا sous champ opératoire ça va c'est protégé mais لكن la lime هذيك تطيح et que le patient l'avale ou pire s'il l'inhale c'est-à-dire لكن تفوتلو في les poumons ماشي في l'estomac vous risquez d'avoir un problème très très grave ça peut même mettre en péril la vie du patient et c'est arrivé même j'ai fait l'étude d'un patient qui a inhalé une lime qui lui a perforé le poumon. Il s'est retrouvé avec une perforation de poumon, opéré, chirurgie, tout ça.
qui aurait pu être évité par la mise en place d'un champ opératoire. Donc, je sais que Fleco, l'un des inconvénients à la lime, c'est le coût. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le rapport coût-bénéfice, on a une boîte de DIC qui se vend à 3600 dinars, qui a 18 feuilles, qui est 200 dinars, c'est-à-dire 20,000. Une feuille de DIC coûte 200 dinars par patient. Donc, elle y dans le public, on va dire, elle a une excuse. Mais il y dans le secteur privé, on sait combien se font les traitements endodontiques. Donc, vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas utiliser une feuille de DIC qui coûte 200 dinars. C'est juste mon conseil à moi et c'est à vous d'évaluer après. Bon, comme justement ce point, 2 études qui ont été faites. La première, c'est l'étude de l'utilisation, une étude qui a été réalisée sur l'utilisation de la digue dentaire for infection control and patient safety. C'est-à-dire, après c'est le rapport coût-bénéfice, est-ce que le patient il accepte ou non de mettre une digue et tout. Elle a été faite en 2018. En fait, ce qu'ils ont conclu, c'est que peu importe la nationalité, l'origine, le genre, l'éducation du patient, une fois qu'on lui explique, il a dit qu'elle est pour son bien, qu'on lui explique le côté un milieu aseptique et qu'elle évite les accidents, 98% des patients préfèrent l'utilisation de la digue. C'est qui le patient à la belle ou chez la digue, il préférera toujours qu'on utilise la digue. سما نهار نتوما ما تقولوش لو باسيون بلي لا ديغ elle existe ou بلي يقدر vous l'utilisez وشي هما لي bienfaits تاعهم. Vous êtes littéralement en train de faire un truc un peu anti-déontologique, c'est-à-dire ما كنتش قاعدين تمدوا له في les options بكل ولا كان ما تمدولوش في les options بكل, ça se fait pas, ما تقدرش ديرها. Donc donnez le choix au patient, donc تشوفوا وحدكم كيفاه le patient il va toujours choisir d'utiliser la digue plutôt que de pas l'utiliser. C'est très rare qu'un patient يقول لكم non je préfère ما نديروليش la digue, je préfère souffrir. Ça c'est très rare que ça arrive. Deuxième étude que j'ai trouvée très intéressante, c'est clinical malpractice in endodontics. Clinical malpractice, c'est-à-dire les mauvaises pratiques en endodontie. En fait, ils ont trouvé que la cause numéro 2 d'échec est ce qu'ils appellent malpractice, c'est-à-dire une mauvaise pratique qui peut être suivie légalement, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer plainte BICOM, laquelle vous n'utilisez pas la digue. C'est la cause numéro 2 de litige concernant les traitements endodontiques. Donc, laquelle vous n'utilisez pas la digue ou que je sera le patient, que ce soit infectieux ou là, et s'il arrive à déposer plainte BICOM, laquelle vous n'avez pas utilisé la digue, même si c'est un traitement parfait et c'est pas de votre faute que ça sera un problème là-dedans, tout les c'est de votre faute juste parce que vous n'avez pas mis la digue. Comme je dis parce que donc, les patients sont de plus en plus conscients, donc j'imagine que dans quelques années, tous les démarches la digue risquent d'être poursuivis en justice, sincèrement. Donc, essayez d'apprendre à mettre la digue. C'est vrai qu'au début, ça va vous prendre une trentaine de minutes, voire des fois plus, mais une fois que tu t'allumes, je vous jure que des fois, ça prend 2-3 minutes, la digue et vous travaillez le plus simplement possible. Donc, il n'y a vraiment plus aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Bon, on passe maintenant à la prochaine étape, qui m'a dit diagnostic taille, d'accord, l'anesthésie, le champ opératoire. On commence maintenant le traitement proprement dit. Le traitement, c'est la cavité d'accès. Donc, si je veux faire un traitement endodontique, là, je crée une cavité à l'intérieur de ma dent qui va permettre d'accéder à l'endodonte. Bon, à la banabili, ce n'est pas tous les endroits où il y a un canal. Il y a des principes préétablis qu'ils ont mis en place, des études rétrospectives qui datent de 1900, je ne sais combien, qui ont mis en place certains principes, par exemple, l'incisive centrale, une cavité triangulaire, la base a le bord libre et le sommet a le cingulum, ou centré la dent. Elle a été créée parce que le canal de la dent, il se situe exactement à l'endroit. Qui j'ai la prémolaire, on est obligé de faire une cavité allongée le sens vestibulo-lingual. C'est pas pour vous donner plus de travail à faire, c'est parce que vraiment les canaux l'axe qui est allongé en vestibulo-lingual. La même chose pour la deuxième prémolaire. Des fois, il y a un canal allongé, des fois, il y a 2 canaux. Pour les molaires, c'est encore mieux parce que à la banane, il y a 2 à 3 canaux qui déroulent la cavité d'accès. C'est la seule garantie que vous pouvez voir les centres canalaires. Donc, la logique, ce qu'elle dit. Par exemple, une prémolaire, je peux faire une cavité d'accès en vestibulaire, d'accord. Je vais faire un trou, je vais rentrer directement, je vais préparer le canal. Ou le canal hadalimen. Je vais pas le voir, je vais le rater, je vais pas le travailler. Qui une molaire ou me dire l'extension en mésial,
la première molaire supérieure, c'est sûr que je vais rater le 1V2. D'accord? Si je prépare pas le 1V2, je vais sûrement avoir un échec. Donc, la cavité d'accès, en fait, il ne s'agit pas juste de voir le canal et de rentrer. Il s'agit de faire une cavité le plus proche possible des cavités qui ont été décrites dans la littérature, parce que c'est la seule garantie. C'est la seule garantie non seulement les canaux, mais aussi on les prépare. Parce que ça arrive souvent qu'on voit des cas où, par exemple, on a une carie cervicale, une prémolaire du bas, on déroule le curetage, bien sûr, on nettoie, on chauffe l'entrée canalaire. D'accord? J'arrive clairement à voir l'entrée canalaire. C'est arrivé aussi avec des étudiants qui disent لي لا ما ندخلوش directement في الكانال منا مادام راني نشوف فيه. لازم تفهموا بلي باش ندخلوا لان كانال لازم يكون عندنا une trajectoire droite et rectiligne et sans aucune interférence. لازم كي نحط لا ليم قبل ما نحط لا ليم لازم كي نهز لو ميغوار نشوف l'entrée تاع لو كانال نشوفها directement sans que je n'ai à bouger انا ma tête, sans que je n'ai à trop tourner le miroir. ونشوف directement بلي راهي في la continuité تاع هذيك la cavité اللي درتها. Quand je descends dans le canal, je descends en rectiligne. Je ne peux pas y aller comme ça ou là, comme ça ou là. Alors, parce que à chaque fois que tu as une interférence en coronaire, راح تتعوج la lime en apical. هذه la غير اللي حبيتكم تشوفوها عليها. Dès que tu تعوج la lime, on a un risque de fracture de l'instrument, on a un risque de perforation, on a un risque de fausse route. D'accord? Rajoutons à cela qu'il y a la lime معوجة, par exemple le canal il est comme ça, je viens préparer. La partie qui est beaucoup le canal ne sera pas préparée. Et là, on est obligé de rentrer comme ça, c'est pour préparer les deux parois. Le canal et les deux parois le canal. N'oubliez pas que c'est un canal à 360 degrés. Donc, si je rentre un ayaka, je nettoie mon canal. La paroi, oui, je vais la nettoyer, je vais la préparer. Mais allez, supposons un des arômes, parce que ça liche l'instrument, mais de perforation, mais de fausse route. La partie, je la prépare. Ou la partie qui est le canal, si je la prépare pas, c'est qu'il y a encore des bactéries à l'intérieur. D'accord? Il y a encore de la boue dentinaire. J'obture ونخليها. Si je la laisse, au risque d'échec. On a toute une partie du canal qui n'est pas préparée. Encore une fois, qui dit une bonne cavité d'accès, ça va vous prendre quelques minutes. On va dire que ça va vous prendre 15 minutes. Mais plus vous pratiquez, plus ça va être rapide. Les études généralement disent qu'une cavité d'accès à une molaire, c'est vraiment assez difficile et doit faire une molaire supérieure, avec un peu d'expérience, ça va vous prendre 7 minutes à faire. Donc, je peux faire perdre 7 minutes, on dirait une bonne cavité d'accès, j'accède les canaux pour préparer un guide, plutôt que nous allons trouver le canal, bien préparé, je vais avoir un échec après quelques mois. Donc, toujours assurer une bonne cavité d'accès. Le petit conseil que je peux vous donner quand vous commencez, qu'est-ce qu'on a d'accord avec tout, essayez قبل ما تبداو ديروا la cavité d'accès, essayez de la tracer. Vous faites des petits trous avec la fraise boule, une petite fraise boule. Par exemple, là, je vais préparer une molaire. Quand je dessine le schéma ferracé, je fais une fraise boule, je fais un petit trou ici de 2 mm, un petit trou ici de 2 mm et un petit trou ici de 2 mm. D'accord? En fait, j'essaie de relier les trois mabadam. Quand je les relie mabadam, ça va directement me donner une forme triangulaire. En fait, maintenant, je commence à aller en profondeur. Donc, je fais juste 2 mm, 2 mm, 2 mm, je trace la cavité taille. En fait, j'avance en profondeur. Ça vous évite aussi les fausses routes, les perforations et tout, qu'elles soient coronaires ou là, pire, celle du plancher. D'accord. Donc, essayez toujours de tracer un peu la ligne qui va délimiter votre cavité d'accès, et vous avancez très doucement. N'oubliez pas aussi d'utiliser les bonnes fraises. Quitte qu'on au début, vous allez utiliser une fraise boule. Quitte qu'on à l'intérieur de la dentine, essayez d'utiliser un contre-angle. Dès que vous avez une perforation, enfin dès que se trouve le plafond, d'accord, que vous avez perforé le plafond, vous commencez à utiliser une fraise long col ou une fraise en dosette pour éviter de toucher le plancher. D'accord. Respectez la séquence instrumentale. Essayez de toujours tracer la cavité d'accès avant de le travail. Bon, quelque chose à préciser aussi avant, c'est que la cavité d'accès, en fait, qui nous permet d'accéder à l'endodonte. Sauf que quelque chose que je tiens à préciser avant, c'est que vous ne pouvez pas accéder à l'endodonte avant d'avoir fait un curetage, avant d'avoir fait votre curetage dentinaire. D'accord. L'erreur, l'idée à plusieurs, c'est d'essayer directement d'accéder les canaux. Il dit que les canaux, je vais nettoyer. C'est une erreur très grave. Donc, comme le cas que j'ai pris par le docteur Salim Noui, qui a accepté de partager ses images avec nous, qui m'a une dent, c'est l'état initial, déjà le patient. D'accord. Qui a le patient avec cet état initial, première chose, c'est dans son anesthésie, dans sa radio, après il a mis la digue.
qui a le champ opératoire, il a bien isolé la dent. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord cureter la partie beaucoup de la dent. Comme tu vois la troisième photo, la dent, elle est clean. Une fois qu'on a nettoyé totalement la dent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait une restauration pré-endo, d'accord, pour assurer que les 4 parois qui vont nous permettre de constituer un réservoir, la solution d'irrigation. Ou qui كمل هذيك la restauration pré-endo, باش il a accédé au canaux. Alors, parce que là, quand vous commencez mais l'étape هذه الأولى, vous commencez à chercher à accéder à la cavité endodontique. C'est que vous commencez من l'étape, vous commencez à faire votre cavité d'accès. واش راح نديروا une cavité d'accès في la partie mésiale تاع la dent, d'accord. هاد la partie distale بكل هو كيما دار نحاها parce qu'elle était carrée. بصح نتوما اللي كتروحوا directement vous faites votre cavité d'accès. هاد la dentine اللي راهي هنايا بكل راح نتخليوها. Vous allez laisser une dentine qui est infectée, d'accord, qui est remplie de bactéries. تدخلوا directement في la cavité تاعكم. Vous allez prendre encore une fois, même si هنا حطيتو champ opératoire, mais vous allez prendre les bactéries اللي راهم هنايا في la partie infectée تاع la dentine, تهزوهم بالليم وتحطوهم داخل le canal. Donc encore une fois, vous allez prendre une dent اللي قادر peut-être que c'était une pulpite, تكون inflammatoire, تهزوا des bactéries من la couronne, تزيدوا تحطوهم à l'intérieur des canaux, وتزيدوا تهبطوهم مليح داخل les canaux, ونعاودوا نرجعوا للحكايه اللي كنا نهضروا فيها قبيل تاع كي تكون une dent enflammée نتوما vous allez l'infecter. هذا le premier argument اللي لازم نديروا le curetage. Deuxième argument, c'est que des fois حتى نكورتيو مليح باش نقدروا نشوفوا exactement وين جايين les entrées canalaires. Donc si vous curtez pas, bon هنايا la carie jette en distal, mais il arrive que parfois تكون عندنا هنايا par exemple تكون مازالت عندنا un bout de carie منا, d'accord. كي نروح انا directement ندير ma cavité d'accès, هاد la partie اللي من comme je l'ai pas curté, j'ai pas enlevé la dentine, donc le canal هذاك le deuxième canal distal اللي قادر يكون لهنايا, bon هنا عندنا un seul canal, mais il se pourrait qu'il se trouve هنايا un deuxième canal distal, ou là entre les deux mésiaux هنايا قادر نلقاو un troisième canal mésial. هاد les canaux اللي هنايا comme ما نحيتوش la dentine اللي فوقهم qui était de la dentine infectée, vous allez pas les voir, même si ديروا votre cavité d'accès هكا, mais هذا اللي هنا ولا هذا اللي هنا vous allez les rater. Donc encore une fois, vous allez rater des canaux, vous allez laisser de la dentine infectée. من بعد même si ديروا عليها un collage وتحطوا le composite تاعكم l'adhésion تاعو مش en plus راح ديروا une récidive de carie من تحت. Après on va dire 2 ans maximum, la dent هذه راح تتكسر, la dent هذه elle va s'infecter, le plancher هذا راح يتقاس. Et sans parler du risque que le site ou canal خلاص قادر يدير directement l'échec de traitement. Encore هذا كل aurait pu être évité en respectant le protocole, en faisant un curetage avant de passer à la cavité d'accès. Ok. Un autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est que si vous faites directement la cavité d'accès et que vous zappez le curetage, c'est comme si vous allez faire le ménage, une chambre qui est remplie de vêtements, فيها بزاف حوايج يطيشوا في الأرض, كلش tout est sans dessus-dessous. Vous venez, vous décidez, tiens, je vais faire le ménage, vous mettez un peu d'eau, vous versez un peu d'eau et vous faites le ménage, et pour vous, vous avez nettoyé. Alors que le vrai nettoyage, ça sert à vraiment nettoyer tout ce qu'il y a autour. Et c'est exactement la même chose sur le traitement endodontique. Donc vous commencez d'abord par le curetage, vous nettoyez ce qu'il y a autour, ce n'est qu'ensuite que vous passerez à l'étape de réalisation de la cavité d'accès. D'accord. Ok. Supposons maintenant que c'est bon. حطيت champ opératoire, درت anesthésie, حطيت champ opératoire, درت ma cavité d'accès. Qu'est-ce que je fais après? Ah oui, avant de passer à ça, je voulais vous parler en fait de ce point, de l'étude qui a été faite en 2021. C'est ma Access Cavity Preparation, Classification and Literature Review of Traditional and Minimally Invasive Endodontic Access Cavity Designs. C'est-à-dire qu'ils ont pris, ils ont fait une revue de la littérature. Ils ont essayé de comparer les modes de préparation de cavité d'accès traditionnelles avec les méthodes de préparation minimalement invasives. هادو اللي سميهم دوكا les cavités ninja. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Instagram, mais des fois, il y a tout comme une dent. Voilà, il la dent. Directement de la couronne, ils font un trou, ils accèdent directement le canal. Mais ils la cavité d'accès qui m'a l'air. J'ai même vu des dents où ils font par exemple une molaire, ils diront un trou en mésial, un en distal, un en palatin. Donc ils préparent directement le canal. Cette l'étude, je crois qu'ils ont pris 50 études et ils ont fait une étude systématique, une revue de la littérature et tout. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que ces cavités minimalement invasives ou cavités ninja présentent plus de risques que de bénéfices sur l'outcome, le traitement endodontique. Donc, il y a plus de risques que de bénéfices. Alors, encore une fois, quand on fait des cavités ninja, quand on fait des accès directs, les canaux, maintenant, je bin canal ou canal et qu'il y a de la dentine. هذيك la dentine qui تكون كاينه عندنا une atteinte
pulpaire ou la pire, une atteinte de nécrose ou une atteinte du périapex, généralement, la dentine, c'est une dentine qui est infectée. C'est une dentine qui n'est pas résistante. C'est une dentine qui ne peut pas le collage et en plus, c'est une dentine qui est remplie de bactéries. Donc, si on prépare juste le canal, on fait de la dentine infectée dans le nez, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr qu'on va avoir une récidive, c'est sûr qu'on va avoir un échec dans le traitement par une réinfection bactérienne. Donc, en voulant limiter le but de les cavités ninja, c'est pas par fainéantisme qu'ils ont décidé de le faire. C'est qu'à un moment, ils se sont dit, et si on préparait, en fait, directement le truc de minimalement invasif, ils essaient d'appliquer ça, tenez, on va essayer de percer la dent le moins possible. On va essayer de tailler la dent le moins possible. Parce que pour eux, c'est ce qui va, enfin, ceux qui ont commencé ça, c'est pour eux, c'est ce qui va permettre de garder un peu la résistance mécanique de la dent. D'accord, on va pas trop délabrer la dent juste pour faire un traitement d'eau. Et finalement, il y a plus de risques que de bénéfices. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit on n'est jamais conservateur quand il s'agit d'une cavité d'accès. C'est-à-dire qu'il faut dire la cavité d'accès, dire la cavité d'accès. Vous la faites correctement. Dire l'élargissement. Comme je préfère une cavité d'accès qui est assez large, qui me permet d'accéder correctement aux canaux, de bien les préparer, plutôt que de faire une cavité qui est réduite, qui va laisser de la dentine infectée, qui va me faire rater des canaux. C'est sûr que ça va l'échec. On ne va pas la résistance mécanique, mais nous carrément la perte totale de la dent. Donc, je préfère la résistance mécanique, que je peux après rectifier en utilisant des composites qui sont beaucoup plus résistants, en utilisant le fiber post et tout ça, plutôt que de risquer un échec de mon traitement. Donc, la cavité d'accès a des objectifs, on ne va pas trop s'étaler dessus. Elle doit juste nous permettre une visibilité à l'entrée des orifices. Elle doit nous permettre un accès rectiligne, un accès droit, un accès direct au canaux. Elle doit me permettre d'avoir une irrigation efficace du système canalaire. C'est important d'avoir 4 parois, de toujours restaurer la paroi qui manque. Généralement, mais il faut la restaurer parce que c'est ce qui va faire qu'on ait un réservoir dans la solution d'irrigation. D'accord? Et elle doit me permettre le passage et le travail aisé de l'instrumentation canalaire. C'est-à-dire que je n'ai aucune interférence coronaire bin la lime taille et l'entrée et l'apex, mais c'est l'entrée. Donc, le repère coronaire taille, l'apex, je n'ai une trajectoire qui est rectiligne, qui est droite, qui n'a pas d'interférence, donc une vision directe et un accès direct dans les instruments de tout le système canalaire. D'accord. Et enfin, la tenue, tu as le pansement. Bon, qui se connaît une cavité qui m'a dit, qui un pansement, c'est sûr que le pansement, il va tenir plus longtemps. C'est sûr que moi, je vais faire le pansement entre 2 séances. Et c'est sûr qu'il va être beaucoup plus étanche parce qu'on pourra avoir une assise vraiment solide. Tu as le matériau de restauration, que ce soit le matériau de restauration provisoire ou là, le matériau de restauration définitive, qui m'a le cas où il a choisi de faire une restauration au composite direct. On passe maintenant à la 6e étape, liée à l'étape de l'irrigation. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ma cavité d'accès, en fait, la littérature, je te dis que dès qu'on a une cavité d'accès, on commence directement à irriguer. Pourquoi? Ceux qui sont sur l'étape Hadi, qui ont une cavité d'accès, bon, il a un peu préparé, enfin, il a totalement préparé, mais dès qu'on fait une cavité d'accès, le premier truc, c'est de remplir la cavité d'accès avec une solution d'irrigation. Donc, quand on dit irriguer, ce n'est pas directement dans le canal, mais on va remplir la cavité par une solution d'irrigation. Pourquoi? Parce que nous, à chaque fois que je prends une lime et que je fais rentrer la lime dans le canal, la lime elle fout dans la solution irrigante. Donc, non seulement elle va entraîner l'irrigant à l'intérieur du canal, mais en plus, à chaque passage, elle va un peu désinfecter ma lime. D'accord? Elle va nettoyer totalement la lime. Du coup, à chaque fois que je fais rentrer la lime dans le canal, je suis sûre que la lime, elle est non seulement stérile, mais en plus, il y a de la solution désinfectante dans le canal. Donc, c'est bien. Et en même temps, ça va lubrifier l'instrument. Je vais mettre le canal directement sec. Par exemple, le cas tu as une nécrose, une réaction périapicale. Mais la petite humidité assurée, surtout qu'il y a dans le travail, je vais utiliser une lime 8 ou 10 pour le cathétérisme dans le canal. Donc, toujours commencer par une irrigation. Dès qu'on a une cavité d'accès, on irrigue. Le but de l'irrigation, en fait, c'est l'élimination des micro-organismes, les tissus organiques et les substances minérales. Donc, c'est ce qui va nous permettre une préparation canalaire. Elle joue également un rôle dans la lubrification des instruments, comme je viens de l'expliquer. Et il faut savoir qu'on n'a pas de produit idéal. D'accord? Généralement, on associe au moins 2 solutions. Bon. Pour l'irrigation, en fait, c'est un chapitre très, très lent et très, très détaillé.
Et en fait, comme j'ai parlé aux membres de l'association, ça va être le thème de notre prochaine conférence. Bon, je vais un peu spoiler, mais ça va être notre prochaine conférence qu'on va faire aussi de la semaine, Inch'Allah. Ça va porter sur l'irrigation. Donc, je préfère ne pas trop me détailler, ne pas trop m'étaler sur ça, parce que je vais tout vous expliquer la prochaine fois. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'irrigation, elle va nous servir à désinfecter et à lubrifier les instruments. D'accord? Désinfecter, que ce soit l'élimination de la substance organique ou là de la substance minérale. Donc, pour les éliminer, on a deux produits de base qu'on va toujours utiliser. Le produit principal et le plus important, c'est l'hypochlorite de sodium. C'est l'irrigant le plus important de la séquence. D'accord? Il est utilisé des concentrations allant de 0,5 à 5,25, d'accord. Il a un rôle antiseptique, antimicrobien et lubrifiant. Le rôle principal, c'est le rôle antimicrobien. L'hypochlorite de sodium, il est très efficace contre la majorité des bactéries. Il va servir à désinfecter l'endodonte, à tuer les bactéries qui sont présentes, à détruire le parenchyme pulpaire, donc tout ce qui est substance organique. L'hypochlorite de sodium, peu importe le type. D'accord. L'efficacité, elle ne dépend pas, en fait, on a tendance à croire, elle ne dépend pas de la concentration fieraha, mais elle dépend de la quantité de chlore actif. Plus qu'on est concentré, plus qu'on a le chlore actif. Donc, moins il est concentré, plus on devra faire des renouvellements de la concentration. Hadi, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours utiliser des concentrations aliénes à l'hypochlorite. D'accord. On doit toujours trouver un peu un juste milieu entre efficacité et toxicité. Parce que plus qu'on concentré plus qu'on toxique pour le périapex et les tissus environnants. D'accord. Donc, bon, je vais vous donner un petit résumé de la concentration. La prochaine fois, on va mieux détailler. Qu'est-ce qu'on traitement manuellement? C'est-à-dire, on traitement des séquences de Lyme, par exemple, 10-15 jusqu'à 35-40. Dans ce cas, on va irriguer plusieurs fois. Là, quand on la lime 10, on va faire passer 7 limes. Donc, on va irriguer 7 fois, minimum. D'accord. Le nombre d'irrigations, il est important. Donc, à chaque fois, on va prendre la solution d'irrigation. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser du 5,25. On va utiliser du 2,5, vu qu'à chaque fois que le chlore est consommé, je vais en remettre juste après, on va une lime, on va une autre irrigation d'hypochlorite. Donc, pas besoin d'utiliser des concentrations aliénes vu qu'on a irrigué parce que la quantité de chlore, elle dépend de la concentration et du temps d'exposition. Donc, on a qui nzid le temps d'exposition, on a la concentration. Et vice-versa, qui est mécanisé. Généralement, dans les systèmes mécanisés, on a des systèmes à une lime, des systèmes de 2 limes, des systèmes de 3 limes, des systèmes de 4 limes. Mais généralement, on va dire qu'on va utiliser un système qui fait 3 limes. Donc, je vais avoir 3 passages. Donc, je vais avoir 3 irrigations. Qui se comparé au manuel, en fait, le cas, on utilise beaucoup moins d'instruments. Donc, je vais irriguer beaucoup moins de fois. Dans ce cas, je peux me permettre d'utiliser une concentration assez élevée parce que le temps d'exposition est hausse. Donc là, je peux irriguer avec du 5,25. Surtout le cas, par exemple, vous allez préparer avec un two-shape pour aller faire juste 2 instruments. Il est préférable d'utiliser du 5,25 pour assurer une meilleure désinfection. D'accord? C'est assez rapide, mais je vous expliquerai tout la prochaine fois. Donc, pour le matériel utilisé pour l'irrigation, on a des seringues de 2,5, des aiguilles fines à ouverture latérale. C'est un point assez important dans la littérature. Pourquoi? Parce que l'ouverture latérale, ça va permettre un meilleur reflux de la solution d'irrigation. Donc, ça va éviter les accidents à l'hypochlorite. Le point de base, ça va éviter que la projection de l'hypochlorite périapex, ce qui est un accident assez grave. Il faut toujours aller profondément dans le canal, le contact à les parois, remonter un peu et injecter très lentement. Ne jamais injecter avec force parce que là, on va risquer de provoquer des dégâts. Toujours injecter très lentement la solution d'irrigation parce qu'après, quand vous allez travailler avec les limes, qu'elles soient manuelles ou mécanisées, avec le chlore, il va être entraîné partout dans le canal. Donc, pas besoin d'irriguer avec force, juste irriguer ce qu'il faut. Après, la lime, elle va faire son travail, elle va emmener avec l'hypochlorite un peu partout à l'intérieur du canal. D'accord? Le deuxième irrigant qui est utilisé, c'est le DTA. Le DTA, qu'est-ce qu'il va faire? Le DTA, c'est un chélateur, c'est-à-dire qu'il va déminéraliser la substance minérale par consommation du calcium. Donc, vous allez me dire, là, je cherche une déminéralisation de la substance minérale. Qui m'a l'air comme à l'intérieur du canal, et suite à la préparation, qu'elle soit mécanique ou la manuelle, maintenant ce qu'on appelle la boue dentinaire. La boue dentinaire, c'est un mélange de bactéries et de substances minérales, c'est-à-dire des ions calcium d'hydroxyapatite, et qu'on la screen la paroi radiculaire.
plus je prépare, plus la boue dentinare va se former. Et quand on a des cas de nécrose, elle se forme وحدها. Mais les cas à la pulpite, mais le travail que je fais anaïa, sera un peu, c'est-à-dire que la dentine, elle va se mélanger avec l'hypochlorite, avec les bactéries et tout, elle se les parois dentinaires. Donc, باش نحيها, لازم j'utilise une substance déminéralisante qui va déminéraliser la paroi atteinte et elle va me permettre la libération des bactéries qui sont la paroi radiculaire. Donc, l'irrigation à l'EDTA, c'est une partie qu'on peut pas sauter. Pourquoi? Parce que si je prépare le canal taille, j'ai beau le préparer parfaitement, laquelle j'élimine pas la dernière couche de bactéries qui se les parois, encore une fois, je risque d'avoir un échec que j'aurais pu éviter juste en faisant une petite irrigation de 1 millilitre de 17% de DTA liquide à l'intérieur du canal, une minute, le temps qu'on a préparé les condes d'obturation taille, ou un rinçage final à l'hypochlorite qui va tuer les bactéries qu'on vient de libérer le DTA. D'accord? Donc, sur le marché, on a deux formes de DTA. On a le DTA gel et le DTA liquide. Le DTA gel, il est généralement concentré à 35% et le liquide, il est concentré à 17%. Donc, à le gel, je vais lubrifier les instruments quand je les utilise à l'intérieur du canal et il va me permettre de dépasser les calcifications et le bouchon. Alors, parce que ils sont faits de substances minérales. Du coup, je vais utiliser un déminéralisant qui va me permettre d'accéder au canal. L'astuce quand on utilise le gel, c'est quoi? C'est qu'on utilise les instruments de petit diamètre. On utilise les instruments de grand diamètre. Les instruments de petit diamètre, par exemple, je prends une lime 8, 10 ou 15. Généralement une 10. Je vais la courber légèrement, d'accord? Je l'induis de DTA et je commence à rentrer très doucement dans le canal. Que une l'étape le cathétérisme ou l'étape où on essaie de dépasser une calcification ou là un bouchon, c'est la même chose. J'essaie d'avancer très lentement. Dès que je sens une résistance, je fais des petits mouvements de va-et-vient. Donc la lime elle va descendre dans le canal. D'accord? C'est l'intérêt principal de le DTA gel. Par contre, je ne vous recommande pas de l'utiliser qui la taille des instruments parce que le gel, il va réduire un peu l'efficacité de coupe. Et avec le gel, il empêche que la lime guisse la paroi directement. Du coup, je vais couper du coup, je vais comme un peu l'efficacité de coupe de l'instrument. Donc, pour le liquide, il est utilisé pour le rinçage final. D'accord? Une fois que vous terminez votre préparation, vous faites une irrigation. Dès la préparation, vous prenez votre radiocone en place, tout est bien, vous allez obturer. 1 millilitre de DTA par canal, vous remplissez le canal, vous laissez une minute, vous l'activez, vous rincez ensuite avec une solution saline, ensuite vous rincez avec l'hypochlorite, ou là vous rincez directement avec l'hypochlorite, mais on a la quantité. Quand vous rincez avec l'hypochlorite, on a les bactéries qui sont contenues dans la paroi, la boue dentinaire qui marque. Une fois que tu libères la substance minérale qui est grâce à l'EDTA, ils éligent l'hypochlorite, ils les éliminent, c'est l'irrigation finale. Donc ça va nous permettre vraiment de désinfecter avec le dernier millimètre les parois radiculaires. D'accord? Donc le but, c'est la libération des substances organiques contenues dans les parois et la boue dentinaire. On a comme un protocole de l'irrigation. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez parce que je le trouve très intéressant. Et là, il résume un peu les étapes de l'irrigation. Dima nibdao avec de l'hypochlorite, along the shaping procedure, c'est que tout au long de la procédure de désinfection, on va utiliser de l'hypochlorite de sodium. Une fois qu'on a terminé, on va utiliser de l'EDTA pendant 60 secondes, qu'on va activer pendant 1 minute avec les ultrasons. On utilise une solution saline là parce que le DTA il désactive l'hypochlorite, donc qui n'a pas l'hypochlorite après le DTA, laisse neutraliser la solution saline. Nous avons une irrigation à l'hypochlorite qu'on active. Nous avons une irrigation et on obtient directement le canal. Bon, je sais qu'il y a de la partie, elle est pas très claire, j'imagine, mais je vous l'expliquerai la prochaine fois. Ok, on continue donc. Donc, une fois que j'ai commencé mon irrigation, comme dès que je fais l'ouverture de ma cavité d'accès, je fais une irrigation pour la cavité d'accès là. Après, je prends une lime et je vais faire ce qu'on appelle le cathétérisme. Donc, le cathétérisme, la phrase très connue par les étudiants, c'est l'exploration active du système canalaire. Pourquoi? Parce que je vais prendre une lime, d'accord? C'est une lime qui doit être fine. Je vais la mettre à l'intérieur du canal et j'essaye par un sens tactile un peu de sentir s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur du canal. Si je sens par exemple quelque chose qui bloque, si je sens un changement de la direction de la lime, si je sens qu'elle accroche, si je sens qu'elle se courbe. Aléha, il se met actif parce que je suis en train d'utiliser l'instrument activement à l'intérieur du canal.
Alors selon moi, c'est l'étape la plus délicate. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nécessite le plus d'expérience de la part du praticien. Quand vous commencez à faire le cathétérisme pour la première fois, quand vous rentrez à l'intérieur d'une dent, c'est très difficile de sentir quoi que ce soit. Les premiers traitements endo que vous allez faire, vous allez juste être à l'intérieur du canal et vous allez vous demander mais qu'est-ce que je suis censé faire? En fait, ce que vous êtes censé faire, c'est d'essayer de vous concentrer et d'imaginer la ligne qui fait parce qu'on a déjà dit une radio, donc elle est comme s'il y a une courbure, s'il y a une calcification, et vous essayez de sentir le moment où la lime elle commence un peu à accrocher, à devenir un peu, je crois qu'il y a un petit blocage qui empêche la lime de progresser dans le canal. Parce qu'au début, le canal il est conique, donc c'est sûr qu'au début elle va glisser toute seule. Dès qu'on approche de la jonction sémanto-dentinaire, le canal il devient de plus en plus rétréci. C'est à ce moment où vous êtes censé vous concentrer, parce que vous allez vous approcher de la jonction sémanto-dentinaire, le sens tactile du praticien. Le sens tactile, c'est que le canal il est en train de se rétrécir. La lime, elle قاعدة تقيس في les parois du canal. Qui تبدأ تقيس في les parois du canal, c'est le canal. Qui est le canal c'est qu'on commence à s'approcher de la jonction sémanto-dentinaire. Et ce qui arrive très souvent, c'est que tu as une petite résistance, juste voilà, tu libères la lime. Vous avez dépassé. L'astuce, c'est que tu que la résistance que vous venez de dépasser, c'était le rétrécissement extrême dans le canal, il se met la jonction sémanto-dentinaire. On va expliquer d'accord. Donc, une fois que tu as oublié de dépasser, l'idéal, ce serait de pas du tout la dépasser. Mais au début, vous allez la dépasser à chaque fois. Mais petit à petit, tout le temps, il faut à peu près où vous savez que quand vous 1 mm, donc tu sors de là. Et on appelle l'expérience de le praticien. Donc c'est sûr qu'au début, ça va être difficile. Et c'est, comme pour moi, l'étape la plus difficile. Mais après un moment, vous allez vous y habituer. Le cathétérisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre l'évaluation de la lumière canalaire et la visualisation de l'anatomie interne. Donc, la lime, après quand vous la sortez, des fois tu oubliez la lime elle est courbée, des fois tu oubliez la bloquer. Donc ça va nous permettre un peu d'évaluer le canal il est accessible, lequel fait quelque chose qui empêche la progression, lequel il se rétrécit trop vite, lequel fait des pulpolites, lequel on a des petites calcifications un peu partout. Encore une fois, ça dépend de l'expérience du praticien et c'est quelque chose qui va venir après. Mais le truc qui va être dès le départ de le cathétérisme, c'est la mesure de la longueur de travail. D'accord. Dès que que vous sentez le rétrécissement de la canalaire, que vous sentez que vous approchez de la jonction sémanto-dentinaire, vous allez directement vous arrêter, aller prendre une radio, confirmer que vous êtes à la jonction et après la longueur de travail. D'accord. Bon, pour les précautions générales, toujours prendre une radio préopératoire, toujours irriguer le canal avant le cathétérisme, jamais dire le cathétérisme sur un canal qui est sec. Vous risquez une perforation, une fracture instrumentale généralement, il se très facilement les limes. Vous risquez une fracture instrumentale juste parce que vous n'avez pas irrigué. D'accord. Toujours utiliser des limes fines et précourbées. Ne jamais forcer l'instrument. S'il y a un blocage, on arrête immédiatement et on va prendre une radio. Les auteurs Loriches, Marmas, Silder, Wayne et S. Selon eux, le cathétérisme doit se faire avec des limes K de diamètre 6, 8 et 10. Mais, selon les études, généralement, on retrouve des déspiralisations et des déplacements du foramen en utilisant des limes K. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des limes MMC, micro-méga cathéter, qui sont plus élastiques, où la pointe n'est pas active. Donc, elles ne vont pas déplacer le foramen et elles ne vont pas vraiment faire de perforation ou quoi que ce soit. فديروا لا ديفيرونس بيناتهم ها هما كاين لي ليم كا كيفاه يجيو وها هما كاين لي ليم ام ام سي كيفاه يجيو داكوغ بون اللي ما فين لي جاو ديجا سيرفيس جينيرالمون كتلقاو هادو اللي محطوطين سي لي ليم ام ام سي با لي ليم كا داكوغ دونك اسيي توجور داشتي هاد لي ليم بلوتو كو هادو اوكي دونك اون فوا كو حطينا لي ليم à l'intérieur du canal كيما قلنا l'utilité principale c'est la mesure de la longueur de travail. Donc, la longueur de travail chez IA, en fait, c'est la distance entre le point coronaire et le point apical où il laisse la préparation. Parce que pour préparer un canal, il faut la longueur. On ne peut pas préparer aveuglément, dire voilà, je vais juste arrêter ici et c'est bon. On confirme la longueur de travail. Selon les données scientifiques actuelles, la préparation laisse la jonction sémanto-dentinaire. Le problème, c'est que la jonction sémanto-dentinaire, c'est un repère histologique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver cliniquement ou radiologiquement. Donc, généralement, ce qu'on fait, et selon les auteurs, la jonction sémanto-dentinaire, elle se situe
de 0,5 à 3 mm de l'apex radiologique. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Quand vous prenez une radio de une dent, la limite هذيك اللي تحت خلاص على dent اللي تخرج لكم في la radio. C'est pas le foramen et c'est pas la jonction, c'est l'apex radiologique. حتى لكم هذا le schéma باش تشوفوا la différence بيناتهم. Quand je prends une radio, ها هو كي اللي قاعد يخرج لي في la radio. وانا la préparation تاعي لازم تحبس هنا. Vous voyez هاد l'écart اللي بيناتهم؟ هذا c'est un dépassement. Et ça arrive très souvent que je trouve des radios qui sont en ligne, et sur on trouve que la ligne va jusqu'au bout de l'apex radiologique. Il y a 99% là dépassement. Impossible ce qu'on a créé. Parce que généralement, le foramen il s'arrête au moins à 0,5 de l'apex radiologique. Ou les cas qui m'a fait le cas, il y a ce qu'on appelle une sortie latérale, c'est que le canal yosl من بعد يخرج هيك le foramen. Cette la partie اللي هنا beaucoup si je la prépare اللي هي هنايا كيما نشوف à peu près توصل 3 ملم هذه beaucoup تتحسب dépassement. هذه beaucoup le cône راح يخرج من ورا la dent راح يخرج en lingual. انتوما كي تهزوا راديو يجيكم بلي راهو بيان تبان لكم بلي واصلين حتى لو بو تاع la dent mais en fait non. Vous avez dépassé la jonction sémanto-dentinaire ou en dépassement bien évident. Du coup, des fois, ça arrive que j'ai un canal, il va bien obturé, le cône arrive jusqu'au bout, mais une réaction très importante. Et le praticien se demande pourquoi. On est préparé, on est le bout à la racine et tout. Et bien justement, le problème, c'est que vous n'êtes pas censé arriver le bout à la racine. Vous êtes censé vous arrêter avant. Vous êtes censé vous arrêter à la jonction sémanto-dentinaire. Radiologiquement, elle se situe de 0,5 à 3 mm de l'apex radiologique. Donc là, vous allez me dire qu'il faut exactement où il y a de la jonction, vu que c'est un repère qui n'est pas clinique et qui n'est pas radiologique. Bon, pour résumer la chose, il y a deux écoles. Il y a une école scandinave et une école américaine. L'école scandinave, عندهم ما لازمش نوصلوا le périapex justement. واش يديروا يروحوا la jonction sémanto-dentinaire dès qu'ils repèrent هذيك la résistance اللي قلت لكم عليها قبيل يزيدوا يطلعوا ب 1 ou 2 mm. C'est-à-dire ما يوصلوش خلاص la jonction. وهذوك pour être sûr بلي ما يقيسوش l'apex. واش يديروا هذوك le 1 ou 2 mm اللي بقاو ils vont pas être préparés, ils vont pas être désinfectés par l'hypochlorite, mais ils vont être désinfectés par une médication interséance à base d'hydroxyde de calcium. D'accord. C'est une approche qui est totalement biologique, qui va pas du tout perturber le système avec périapical, parce que pour eux, il faut surtout pas toucher au périapex. Donc je vous montre par un schéma qui fait des lots. Ah, la jonction sémanto-dentinaire, oui. Qui est au 1 à 2 mm, il prépare le canal, on va dire une médication à l'hydroxyde de calcium. D'accord. L'hydroxyde de calcium, il va fuser, il va désinfecter la zone par son alcalinité et il va assurer une hémostase parce qu'il est hémostatique. Donc, la zone, elle ne va pas être désinfectée mécaniquement, mais elle va être désinfectée chimiquement par l'hydroxyde de calcium. Après, ils vont obturer quand même 1 à 2 mm à la jonction sémanto-dentinaire, mais chez l'apex radiologique. Si vous prenez par les standards Instagram, si on prend une radio, quelqu'un qui a fait son traitement en Suède, on va dire, ah tiens, elle doit manquer de 4 mm. Non. Non, parce que là, à 2 mm de la jonction, pas par rapport à l'apex radiologique, les tchoufouhendouma sur radio, les huahadalihna. D'accord. Donc, n'allez pas croire que tout traitement lié sur le bout à la racine, c'est un traitement qui est bien fait. Et n'allez pas croire que tout traitement lié totalement, c'est un traitement mal fait. L'astuce et la difficulté, justement, c'est de savoir où s'arrêter, c'est de savoir où trouver la jonction sémanto-dentinaire. Donc, pour l'école américaine, c'est un peu l'inverse. L'école américaine, ils vont préparer toute la dent, ils ont la jonction sémanto-dentinaire où ils de dépasser. Typiquement américain, ils vont dépasser la jonction sémanto-dentinaire radique, ils vont bien irriguer la zone. Et flocturation par contre, le cône de Gutta s'arrête à la jonction sémanto-dentinaire, mais la pâte, généralement, elle fuse vers la fin. C'est ce qu'on appelle le puff. Généralement, qui chauffe les radios. Attendez, je ne sais pas si j'ai mis une radio ou non. Vous trouvez qu'il y a un petit dépassement de pâte. Il dit un peu, on dirait qu'elle est soufflée. Le canal, c'est ce qu'on appelle le puff parce qu'il est dû à un petit dépassement de pâte. Mais là, ça ne va pas provoquer de problème parce que c'est un tout petit dépassement de pâte. Il m'achriche techniquement. Juste le foramen, il est juste ici. Ah ouais, qui est présence d'un puff de ciment. Et j'ai généralement un D'accord. Donc, il m'a donné une école scandinave, école américaine. Voilà, dans la littérature scientifique, en fait, aucune de ces deux techniques ne démontre sa supériorité en termes de succès. Donc, je ne peux pas vous dire suivez l'école américaine ou scandinave. Là, ça va être une question de préférence, une question de travail, une question de philosophie de travail. Ça dépend de ce que vous croyez vous. Mais il faut savoir que la majorité des systèmes
présents sur le marché sont fondés sur l'obtention d'une conicité et le maintien d'un foramen étroit. Donc, ils suivent l'école américaine. Donc, la majorité des techniques qu'on utilise, surtout quand il s'agit de mécaniser, c'est des systèmes qui suivent un peu l'école américaine, qui vont justement chercher à dépasser un peu ADIX, ce qu'on appelle l'apical patency, qui vont chercher à dépasser un tout petit peu l'apex, juste pour assurer une bonne désinfection de le périapex, parce que là, va se faire par l'hypochlorite. Donc, par contre, le point clé, c'est le repérage de la jonction sémentodentine. Parce que, comme vous l'avez compris, qu'on suive l'école américaine ou l'école scandinave, là, les deux, où il y a la jonction sémentodentine, là, on s'arrête un peu avant. Donc, le repérage TAHA, il se fait par la seule méthode pour repérer la jonction sémentodentinaire, c'est en utilisant un détecteur d'APEX. D'accord, c'est la seule chose qui nous permet d'avoir une jonction, enfin d'avoir une mesure précise de la jonction sémentodentinaire. C'est en utilisant un détecteur d'APEX, mais en confirmant ensuite avec une radio. Parce qu'il faut savoir que même si vous utilisez un détecteur d'APEX, des fois, ce qu'il va détecter, ce n'est pas la jonction sémentodentinaire, mais des calcifications à l'intérieur du canal là. Donc, il faut toujours confirmer par une radio. Ce n'est pas parce que vous avez un détecteur d'APEX que vous pouvez éviter l'étape radio-longueur de travail. La deuxième méthode, c'est en utilisant le sens tactile et toujours en confirmant radiologiquement la longueur de canal. D'accord. Donc, une fois que vous avez mon cathétérisme, que ma longueur de travail, j'ai une radio, qui m'a d'ailleurs. Bon, le cas, je l'adore parce que y en a qui m'a mais en fait, on a dépassé. Il y a le cas que je vous expliquais tout à l'heure. Une fois que j'ai ma longueur de travail, qu'est-ce que je fais? Je passe à la préparation canalaire. D'accord. La préparation canalaire, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir une obturation dense, étanche et tridimensionnelle. D'accord. Attendez. Excusez-moi, j'ai un slide qui a sauté. Ah, question. J'ai un peu inversé les slides. Bon, pour la préparation canalaire, attendez. Voilà. La préparation canalaire, elle peut être manuelle ou la mécanisée. D'accord. On peut utiliser des instruments sonores et ultrasonores ou encore le laser pour compléter cette préparation. Pour la technique manuelle, elle a deux techniques qui sont généralement utilisées. C'est la technique classique ou la technique step back. La différence, c'est que la technique classique, on va préparer tout le canal avec tous les instruments. La technique step back, à chaque fois, on va faire un recul de 1 mm. On ne va pas trop s'étaler sur les techniques de préparation. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Makash, une technique qui est supérieure à l'autre. Quand vous appliquez la technique selon les indications de Taha, ou vous utilisez la bonne séquence instrumentale, les deux techniques se valent. D'accord. Il faut juste préparer correctement, que ce soit en classique ou là en step back. Ne jamais sauter un instrument, toujours irriguer entre les instruments et toujours vous assurer que vous travaillez à la bonne longueur de travail. Donc, quand il s'agit de la technique mécanisée, généralement, ce qu'on utilise, c'est une technique manuelle plus mécanisée. C'est-à-dire qu'on va commencer un peu à préparer le canal en manuel, d'accord, prendre la longueur de travail, à débrider un peu le canal. Et ensuite, on passe à une préparation mécanisée en utilisant des limes, un endomate et tout ça. On peut avoir une préparation manuelle plus sonore, donc en utilisant des instruments ultrasonores. Elle ressemble un peu à la mécanisée, sauf qu'au lieu d'utiliser un endomate, on va utiliser des limes sonores, ou là, au contraire, utiliser des limes ultrasonores qu'on utilise à l'intérieur du canal, même si la technique elle est un peu critiquée parce qu'on l'utilise plus pour l'activation que pour la préparation, ou là, on peut avoir une technique manuelle et rotative dans laquelle on va utiliser des forêts et tout ça, mais elle est un peu délaissée parce qu'elle est très mutilante pour la dent. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des techniques manuelles et des techniques mécanisées, classique ou step back, physique kif kif, vous respectez l'indication, vous suivez la séquence instrumentale. Quand il s'agit d'une technique mécanisée, toujours commencer par une technique manuelle, vous préparez un peu à la ligne 20-25, surtout quand vous êtes débutant. Ce n'est qu'après que vous pourrez passer à la préparation mécanisée du canal. N'allez pas directement rentrer dans le canal avec des limes mécanisées parce que ça va provoquer plus de dégâts que de bonnes choses. D'accord? Bon. Pour ceux qui veulent se lancer dans la préparation mécanisée, il y a certains principes que vous devez respecter. Donc, de un, vous devez toujours respecter la vitesse et le torque qui sont recommandés par le fabricant. Quand vous achetez un système, alors la vitesse, le torque. Vous les respectez. Vous respectez la séquence inflammatoire. Vous respectez la séquence instrumentale. Il ne faut jamais insérer un instrument dans un canal qui n'est pas perméabilisé. Donc, il faut toujours faire un glide path ou là toujours faire un préélargissement manuel, d'accord?
il faut toujours faire des mouvements de va-et-vient vertical et ne jamais stopper l'instrument dans le canal. D'accord, jamais t'habsou l'instrument en train de tourner à l'intérieur du canal parce il va s'accrocher et il va se casser directement. Donc toujours rentrer et sortir avec l'instrument en rotation. Il faut toujours vérifier votre instrument après chaque passage parce que des fois il تكسر وما تتاكلوش, parce que des fois il commence à se déspiraliser, c'est-à-dire qu'il راح يتكسر. Donc toujours le vérifier une fois que vous avez fini et toujours travailler dans un canal humide et irrigué. Donc il faut toujours irriguer le canal, toujours utiliser le DTA si possible pour les premiers instruments. Maintenant, pour l'obturation canalaire doit toujours être dense, étanche et tridimensionnelle. Le but, c'est d'éviter une réinfection de l'endodonte et assurer la pérennité du traitement canalaire. On a déjà expliqué tout à l'heure. Elle permet de créer un environnement biologique favorable à la cicatrisation. Donc, peu importe la technique qu'on utilise, qu'elle soit manuelle, mécanisée, l'obturation TANA, elle doit permettre une cicatrisation. La réaction périapicale, c'est une cicatrisation ostéosémentaire. C'est que l'os doit cicatriser et le sément doit fermer. Si l'os n'est pas atteint, on va chercher juste une cicatrisation sémentaire, c'est qu'on va chercher à ce que l'endodonte se ferme naturellement en bas par du sément, ce qui va totalement isoler la dent et permettre d'assurer un milieu biologique favorable à une cicatrisation de la dent sur arcade. Donc, l'obturation, elle dépend directement de notre préparation canalaire. Parce que si on ne prépare pas bien, c'est sûr qu'on ne va pas bien obturer. D'accord. Même si on a la bonne technique d'obturation, mais si le canal il est pas assez conique, s'il n'est pas assez bien désinfecté, s'il n'est pas assez bien irrigué, c'est sûr que l'obturation de bonne qualité. D'accord. Donc, pour les conditions d'obturation, avant d'obturer un canal, j'ai déjà entièrement préparé le système canalaire, pas le canal seulement. C'est-à-dire qu'il y a deux canaux, nous avons préparé ton physique. Qu'il y a des 3, qu'il y a des 4, nous avons préparé ton beaucoup avant de passer à l'étape d'obturation. On ne peut pas obturer un canal à de la séance ou canal de la séance ultérieure. Et ne soyez pas surpris, j'ai vu des cas où des praticiens, j'ai un patient, il obture le canal de la séance, ou la séance ultérieure, il obture un autre canal. Non, on doit préparer tout le système canalaire et on doit obturer tout le système canalaire dans la même séance. D'accord, c'est l'oula. Deuxième, لازم يكون عندنا un canal sec, c'est-à-dire ما فيش le pu, ما فيش le son. عليها لازم كي نكملوا la préparation تاعنا, on utilise toujours des pointes absorbantes qui vont nous permettre de vérifier بلي ما كاش le pu, ما كاش le son, ou بلي le canal il est sec. لازم تكون عندنا une absence d'odeur, هذه surtout في les cas de nécrose. لازم تكون la dent asymptomatique, c'est-à-dire que si le patient a toujours mal à la fin de la préparation, je ne peux pas obturer le canal. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème. Et si j'obture, je risque d'exacerber avec la douleur et je risque d'avoir plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Et la dernière, c'est une culture microbienne négative. Mais c'est un truc, les les études et les recherches. C'est pas vraiment un truc clinique. D'accord. هادو les 5 conditions d'obturation. Il suffit de تكون ما عندكمش وحدة من هاد les conditions d'obturation, ما تobturewش. Faites une médication interséance, mettez de l'hydroxyde de calcium, temporisez un peu, attendez la prochaine séance, après vous obturez, le faire. Donc, pour les techniques d'obturation, on a plusieurs techniques. On a la technique d'obturation pâte seule, mais on va juste remplir le canal de pâte. Ou on a l'obturation monocone. Généralement, la majorité des gens travaillent avec une obturation monocone. L'obturation monocone, ça peut se faire avec un cône de gutta, mais le ciment limaire, ça peut être de la pâte oxyde de zinc eugénol, ça peut être un ciment à base de biocéramique, ça peut être un ciment à base de résine. Donc, ce qui compte, c'est pas les matériaux qu'on utilise, mais plutôt la technique qu'on utilise. C'est que لازم يكون عندنا un tugback le cône qui s'insère entièrement dans le canal. لازم يكون la radio تاعنا elle est de bonne longueur, de bonne densité. لازم يكون le cône adapté au canal. Mais même le type de ciment qu'on utilise. Justement, les études regardent les conducteurs, les biocéramiques, ou l'on vertical à chaud, ou l'on une résine type MMCil avec un cône de gutta, les résultats à long terme vont être pareils, les candidats une bonne préparation et une bonne obturation. Donc, encore une fois, c'est pas le matériau qui compte, c'est ce qu'on en fait. D'accord. On a d'autres techniques, comme le compactage vertical, le thermafil et tout ça, mais je crois pas qu'on devrait s'étaler là-dessus. Encore une fois, ce que vous devez retenir, c'est que لازم نديروا une bonne préparation, لازم تكونوا تعرفوا au moins une technique d'obturation. ابداو l'obturation monocone avec un cône de gutta enduit d'oxyde de zinc eugénol. Si vous arrivez à faire de bonnes obturations mahadi, vous aurez de très bons résultats, que ce soit à court ou à long terme, mais les patients. D'accord. Après qu'on est obturé, et même avant l'obturation, لازم نديروا l'étape de radiographie. C'est la radio post-opératoire qui est primordiale. Qui va comme
C'est un cliché de référence pour le suivi et le partage du cas. C'est ce qui va vous permettre après de comparer le post-op comme le résultat final, de comparer le résultat à long terme, lesquels on a une cicatrisation, lesquels c'est sur la voie de la guérison, lesquels c'est pas en train de guérir. Elle va vous permettre de comparer les choses. Elle permet également de vérifier la qualité de l'obturation, lesquels ont un manque, lesquels ont un dépassement, lesquels ont quel que soit le problème, vous pouvez le vérifier et vous pouvez encore le rectifier à cette étape parce que la pâte, elle n'a pas encore fait sa prise, donc vous pouvez toujours arranger les petits problèmes qui se passent. Zid endo une importance médico-légale. Pourquoi? Parce que, si jamais il y a un problème avec le patient, au moins, comme la radio avec post-op, vous pouvez comparer les résultats. D'accord? Donc, là, c'est bon, j'ai préparé, j'ai obturé, j'ai fait ma radio. Je passe à la prochaine étape, à l'étape de la restauration définitive. Bon, à l'étape, c'est une question qui se pose beaucoup aussi les étudiants. Est-ce qu'on fait la restauration pour la même séance ou là, la prochaine séance? Et là, en fait, ça dépend directement de la technique d'obturation que vous avez utilisée. Je vous explique. Si vous avez utilisé une pâte à base d'oxyde de zinc eugénol, vous ne pouvez pas faire l'obturation pour la même séance. Tout simplement parce que parce que l'eugénol, il empêche la prise et le composite. Donc, il connaît comme de l'eugénol à l'intérieur, il sèche définitivement, il sèche totalement, c'est-à-dire après 24 à 48 heures, le composite au-dessus. Par contre, si vous utilisez des biocéramiques, si vous utilisez des ciments à base de résine, ou là, si vous utilisez la technique verticale à chaud, là, vous pouvez faire la restauration en une seule séance. C'est ce qu'on appelle la restauration single visit. C'est que, donc, par exemple, l'école américaine, elle est de plus en plus en train de se diriger vers une préparation, restauration, obturation, collège la même séance. Si j'ai un patient avec une molaire, dis-le, une seule séance, et il rentre chez lui. C'est bon, il ne revient plus. Ça empêche, parce que comme ils font des traitements 6, 7, 8, 9, voire plus de séances. Normalement, on ne dépasse pas les 3 séances, un traitement canalaire, mais bon. Donc, est-ce qu'on restaure la même séance ou non? Comme ça dépend du matériau d'obturation que vous avez utilisé. Mais ce qui compte, c'est que l'obturation définitive, c'est comme l'aise étanche, fonctionnelle et esthétique. Si elle n'est pas étanche, l'échec. Si elle n'est pas fonctionnelle, elle va se casser. Si elle n'est pas esthétique, le patient ne sera pas content. Donc, les étanche, fonctionnel et esthétique, c'est les 3 choses qu'il faut respecter. Donc, la majorité des restaurations se font avec des composites. On peut faire des restaurations composites qu'on va ensuite tailler pour faire des couronnes. On a plusieurs options en fait. On a plusieurs options et ça dépend vraiment de l'indication, ça dépend du cas clinique, ça dépend de la préférence du patient et ça dépend aussi du budget du patient parce que il y a des trucs qu'on peut pas se permettre, il y a des trucs qu'on peut se permettre. C'est vraiment du cas par cas. Bon, je crois que moi, mon diapo, il est fini. Mon énergie aussi. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Maintenant, attendez, je vais Alors, excusez-moi une seconde. Le DTA est-il à l'obturation dans le cas d'un canal calcifié? L'obturation, non, il aide à la préparation. Il aide énormément à la préparation parce que c'est ce qui va nous permettre, qui se donne une calcification. Une calcification, c'est quoi? Une calcification, c'est une précipitation, c'est des cristaux d'hydroxyapatite. C'est la substance minérale qui coince un peu, qui rétrécit la lumière canalaire. D'accord. Le DTA, c'est un chélateur. Le chélateur, il va permettre d'utiliser les ions calcium qui sont à l'intérieur de la calcification. Donc, il un peu la calcification. Quand je prends une lime fine, que je la précourbe, on a le canal et qu'elle accroche la calcification, que je fais des mouvements de va-et-vient, avec le DTA, il va toucher la calcification. Et à chaque fois qu'il glisse la calcification, elle va se résorber. Donc, au fur et à mesure, elle se résorbe totalement. Et c'est ce qui va nous permettre de retrouver un accès total à la lumière canalaire. Donc oui, le DTA, il aide à la préparation dans un canal calcifié. Oui. On veut la prochaine question. Un germe qui est déjà en intrabuccal, qui traîne dans la salive, moi, il est en milieu interne du corps. Digue ou pas digue, ça n'empêche pas l'infection. Je ne comprends pas. J'ai pas trop compris.
qui traîne dans sa salive, moi, il est en milieu interne du corps, dit ou pas dit que ça n'empêche pas l'infection. Sac à dos. Ce que vous devez comprendre, c'est que bon, je crois que j'imagine un peu sa question. C'est que quand qui se connaît une dent, elle est déjà ouverte, c'est-à-dire qu'elle est déjà exposée à l'environnement buccal. Quand même qu'il y a une légère. De un, les bactéries les qui flandodontes, c'est pas les mêmes bactéries qui ont la cavité buccale. C'est pas du tout les mêmes types de bactéries. D'accord. C'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes virulences, c'est pas les mêmes résistances. C'est le premier point. Deuxième point, je suis en train de, même supposant qu'on a les mêmes, on va dire que c'est les mêmes. Mon but quand je désinfecte, c'est que je les bactéries mais le canal. Donc, par exemple, une bactérie. On va deux autres, donc je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Au final, je me retrouve avec rien. D'accord. Donc, même si au départ, la dent, elle était exposée aux bactéries, la désinfection. L'idéal, ça serait de ne pas permettre aux bactéries de rentrer dans le canal hadak. D'accord. Surtout en fin de préparation. Donc, même si ils sont exposés, mais pendant la préparation, l'idéal, ça serait que mes je rentrent dans le canal. Sinon, je ne aller. J'espère que c'est assez clair. Est-ce que la pulpite purulente fait partie des pulpites symptomatiques? Oui, c'est une entité, c'est un type de pulpite symptomatique, justement, mais la pulpite purulente, c'est un stade histologique. Donc, vous ne pouvez pas le deviner, c'est-à-dire l'ouverture, mais le cas général, oui, elles font partie des pulpites symptomatiques. C'est des sous-classes un peu. Par exemple, parodontite aiguë, on a l'abcès périapical, on a l'abcès subaigu, c'est des sous-titres. Docteur, est-ce qu'on peut utiliser l'alternance de l'eau oxygénée et l'hypochlorite de sodium comme une solution d'irrigation? Si oui, dans quel cas? Sinon, des inconvénients de l'eau oxygénée dans un canal. Non, on ne peut pas utiliser l'eau oxygénée avec l'hypochlorite de sodium parce que ça produit, en fait, les études ont trouvé que quand l'eau oxygénée se mélange avec l'hypochlorite, on a des corps qui sont insolubles. Les corps, ils se le canal, et elles vont un peu provoquer des bouchons à l'intérieur du canal. D'accord. Donc, mieux vaut ne pas les combiner ensemble. En fait, l'eau oxygénée n'est plus du tout utilisée pour l'irrigation. On ne l'utilise pas. Mieux vaut ne pas du tout l'utiliser. Non, on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend. Bon, je relis la question. Bonsoir docteur. Pour le traitement endo des dents vivantes à but prothétique, est-ce qu'on est obligé de le faire alors qu'il y a le concept d'IDS? Non, on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend ça dépend du volume de la chambre pulpaire. Le volume, il est tellement important que toute taille de la dent risque de provoquer une perforation. On est obligé de le faire. Mais laquelle on peut épargner une petite couche de dentine et qu'on fait le scellement dentinaire immédiat, là, on n'est plus obligé de faire le traitement endodontique. Mais là, la difficulté, ce serait d'évaluer correctement le volume de la chambre pulpaire. Personnellement, je ne pense pas que tu peux évaluer une rétroalvéolaire, sauf si vous avez un cone beam, oui. Mais sans cone beam, c'est difficile d'évaluer les canaux sur la chambre pulpaire après la taille, là. Parce que, voilà, ça reste une radio 2D. L'irrigation par l'hypochlorite pour les cas de nécrose par rapport au pulpite, la différence est-elle en termes de concentration ou de quantité de l'irrigation? Et la différence, c'est par rapport à la quantité de chlore actif. On a modifié la quantité de chlore actif, soit on joue sur la concentration, soit on joue sur le temps d'exposition. لازم نزيدوا واحد فيهم ونقصوا الاخر. الا كنزيدوا في la concentration نقصوا في le temps d'exposition, الا كنقصوا في la concentration نزيدوا في le temps d'irrigation. Mais le plus important, c'est qu'on ait assez de chlore actif pour désinfecter l'endodonte. Généralement, on recommande pour les nécroses le 5,25, mais à condition de préparer en mécanisé. Sinon, je peux faire du 2,5, augmenter le temps de contact, l'irrigant à l'intérieur du canal. Ensuite, j'utilise une médication intracanalaire type hydroxyde de calcium. Et là, je pourrais arriver à une désinfection de 100% de mon canal. C'est quoi la place d'une anesthésie intrapulpaire dans un cas d'une nécrose si la préparation reste douloureuse pour le patient, surtout dans le tiers apical? Ouais, bon, ça arrive des fois que tu connais une nécrose qui n'est pas totale, c'est-à-dire qu'au début, le patient ne ressent rien, mais qu'il en souffle les derniers millimètres, le patient commence à ressentir de la douleur. Il y a deux trucs que je vais vérifier. Le premier, c'est que je n'ai pas de dépassement.
D'accord. Quand on est sûr que management des patients, c'est que بقاو quelques fibres nerveuses. هنايا نقدروا نديروا une intrapulpaire علاه parce qu'il me reste juste quelques fibres من التحت اللي je vais les anesthésier باش نحيهم. Bon, alors je recommande d'abord d'essayer une irrigation à l'hypochlorite. Laquelle l'irrigation à l'hypochlorite ne donne pas de résultat, que le patient a toujours mal, on va passer directement à faire une intrapulpaire. Parce que beaucoup de cas, juste une irrigation à l'hypochlorite plus une petite préparation, donc les fibres nerveuses elles vont. Mais sinon, il y a des fibres qui sont beaucoup plus résistantes. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser une intrapulpaire parce que c'est plus rapide et plus efficace que de faire une parapicale. Parce que la parapicale, je suis obligée de faire la digue, de faire une parapicale ou limite à les dernières étapes de la préparation. Donc, on préfère faire une intrapulpaire directement ou les dernières fibres, les bras en parapicale. Docteur Filali vous remercie aussi. Alors, docteur, pour cette visioconférence historique. Pour cette visioconférence historique, docteur. ما حبيتش نفكرك بالدكتور باسكو صح فيزيوكونفيرونس تاع السوايع دكتور مش تاع السوايع. قلت لكم حبسوني سينو جو ماتر 2 heures. ما حبيتش نحبس. قلت لكم نكملوا الساعتين تاع الليل نورمال. Malheureusement, il y a déjà des limites, docteur. Donc, merci beaucoup, docteur Filali Nisrine, résidente en OCE, pour cette visioconférence très enrichissante. Merci pour les étudiants qui sont venus jusqu'à maintenant. Inch'Allah, ils connaissent pas où je connais docteur. Et notre rendez-vous, ce sera avec vos docteurs cette semaine, oui, avec la deuxième sujet. Donc, merci, docteur. J'espère que c'était. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que je vous ai rappelé certaines choses. J'espère que vous allez vous souvenir de ces certaines choses. Et je suis très contente d'avoir eu ce nombre d'étudiants. J'espère que vous continuerez à faire autant d'efforts et je vous souhaite énormément de réussite dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement vos questions. J'essaierai d'y répondre. Et peut-être que ça nous donnera des idées pour les prochaines conférences. Merci aussi de m'avoir écouté pendant presque 2 heures. Merci. صحة docteur, صحة رمضانك. À la prochaine. Au revoir.